asleep. The grip is broken. Most self-help book you've ever read. Conceive, believe, achieve. Shut the fuck up. Look at this. Holloway just told them, stand right here. Oh, big connection late. Goal! Face first on the canvas. Oh les amis, on est de retour. We so back to the UFC 317, en l'occurrence retour au T-Mobile Arena de Las Vegas pour un des gros événements de cette fin d'année, déjà 2025, enfin cette mi-année 2025, parce qu'on n'est quand même pas si tard non plus quand même dans l'année. Et donc c'est le moment de faire la preview complète de cette UFC 317. Vous connaissez la formule, regard global sur l'ensemble de la carte, on parle surtout de ce qui nous intéresse dans les early, dans les prélims et gros focus évidemment sur la main card. Pour m'accompagner, c'est un trio ce soir qui aura le plaisir de vous faire l'analyse de cette carte de l'UFC 317 avant le visionnage qui aura lieu dans la soirée de samedi à dimanche au T-Mobile Arena donc de Las Vegas. Le premier membre de la team, c'est l'indémodable, l'inénarrable, mon cher Lionel, qui a bien sûr ça sur son état civil évidemment. Et Bonjour, absolument, bonsoir mon cher Clément, vu l'heure à laquelle on enregistre. Ouais, en effet, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'en profite pour le rappeler. De la même manière que Marvin Hagler s'était officiellement fait appeler Marvelous en tant que premier prénom, mon premier prénom est devenu mon cher devant Lionel. Voilà. Comme Moncef Zerka à l'époque pour les amoureux de Nancy en foot dans les années 2000. Moncef, mon cher, c'est pas si Tout loin se finalement. recoupe, Donc tu vois, toujours. tout se recoupe exactement. Il aura peut-être bientôt d'ailleurs sur son état civil le mon cher, mais je vais essayer d'individualiser un petit peu les choses quand même parce que sinon on va me targuer d'être quelqu'un qui manque d'originalité. Bonsoir Edouard Le Volk, ça va Edouard ? Bah ça va pas mal, mais il faut dire que podcaster c'est un métier dangereux parce qu'il fait tellement chaud en ce moment qu'on est obligé d'enregistrer à 23h, ce qui est quand même une première. Et puis non mais pour l'état civil, moi du moment que tu me vous vois, tout va bien. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois quand on ira boire un verre Edouard. J'y manquerai pas. J'y manquerai pas. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien de votre côté, de mon côté également, ça va bien. J'espère que vous aussi, podcasteurs, enfin auditeurs, auditeuresses, tout le monde va bien de votre côté. On est évidemment sur YouTube et en podcast. Et on commence tout de suite par, et là je me tourne forcément vers Lionel parce que on en a parlé il n'y a pas si longtemps dans un podcast qu'on a fait ensemble. Le combat qui ouvre la carte, c'est ton roi et mon fou, c'est Nico Price qui ouvre la carte chez les welter face à Jacob Smith. Écoute, je te laisse faire ta petite diatribe d'amour sur Nico Price, qui est de mon point de vue l'un des 10 pires combattants que j'ai jamais vu de ma vie. Quelle exagération, quelle mauvaise foi. Mais ça ne m'étonne pas de toi. Pour moi, c'est possiblement la meilleure ouverture de carte ever d'un numéroté. Non, écoute, Nico Price, honnêtement, j'avais oublié même qu'il existait. Donc le revoir, c'est déjà une surprise. Le revoir sur un numéroté, c'est une encore plus grosse surprise. Écoute, que dire que je n'attends à peu près rien de ce combat, comme on en a juste un petit peu parlé en off, comme la majorité de ces prélims qui sont clairement pas plus excitants que ça. Mais comme à chaque fois qu'il y a Nico Price, écoute, on peut espérer un combat brutal et qui, avec un peu de chance, va se terminer dans le sang, qu'il soit ou non vainqueur d'ailleurs. Mais au moins, il amène dans ses meilleurs soirs, je nuance quand même, il sait amener le chaos, CHAOS. Donc écoute, c'est tout le mal que je nous souhaite. Edouard, tu es content de voir Nico Price ou tu t'en fous ? Oh non, je m'en fous pas, effectivement, c'est un combattant que je trouve très très moyen, mais par contre, on peut pas lui retirer ça, c'est qu'il aime le sang, il aime la bagarre, et je pense que les quelques spectateurs qu'il y aura dans le stade à ce moment-là seront ravis qu'on passe rapidement aux choses sérieuses. Exactement. Pour faire un petit mot de son adversaire, quand même, Jacob Smith, c'est 10-0-0 en carrière, invaincu, 29 ans, 8 victoires par KO ou TKO, hein, donc il connaît pas beaucoup la décision des juges. Passé par le Fury, quasiment l'intégralité de sa carrière au Fury. J'ai regardé 2-3 images, il est pas sympa. Hein. Il envoie. Il a quand même du volume et tout.
Non, mais il a du volume, il a plutôt des bons crochets en plus. Donc là où les crochets de Nico Price, c'est juste à chialer ou à rire, je sais pas. Mais en tout cas, victoire. Donc il est passé par les Dana White Contender Series. Et à ce propos, on embrasse hein, bien sûr Jamal Hill. Et victoire au premier round contre Preston Parsons, un gars qui fait partie de ce roster quasi inconnu de l'UFC, qu'il bat au bout d'une minute dans le very first round, comme dirait mon cher Bruce Buffer. Et donc voilà, Jacob Smith, Nico Price, ça a tout l'air d'être la meilleure porte d'entrée pour notre cher Jacob Smith. Combat suivant, Joanta Dennis contre Alvin Hines. Bon, bah écoutez, hein, Alvin Hines, c'est même pas un combattant qui est ranké sur les rankings Capology, il est même pas ranké à l'international. C'est juste un combattant ranké chez les Nord-Américains. Voilà, ça en dit long, je pense, que sur le personnage. 7 victoires, 0 défaites. C'était un combattant du LFA. Du coup, comme on est au LFA, on est sur des combattants qui souvent n'ont pas un très gros palmarès en carrière. Je parle en termes de combat professionnel. Face à lui, Jonathan Diniz, qu'on a déjà vu à l'œuvre à l'UFC, pour le meilleur comme pour le pire. Défaite contre Marcin Tybura, victoire contre Carl Williams et contre Austin Lane. Voilà, l'ancien joueur de football américain d'ailleurs. Voilà, pas grand chose à dire. Arrêtez-moi si je me trompe les gars, mais je sens que ce combat-là sera largement dispensable. Sauf si, encore une fois, personne ne m'arrête. Donc je pense que Mais je vais couper la priorité à Lionel qui aime bien dire on aimerait que ça se passe le plus rapidement possible. Exactement. Voilà. Exactement. Moins de temps on passera dans la cage, plus heureux on sera. Et non, bah, c'est toujours bien de parler de la catégorie heavyweight parce que moi, un de mes tweets préférés de cette semaine, c'est un mec qui disait, on va peut-être en reparler, mais Thomas Spinal va devenir le plus grand heavyweight avec 26 défenses de ceinture. Et le meilleur combattant qu'il aura sur ces 26 défenses, ça sera Cyril Gane et c'est tout. Parce que le reste, je ne vois, j'ai beaucoup de mal à trouver un avenir dans cette catégorie et ce ventre mou, c'est le cas de le dire, me terrifie. C'est le cas de le dire. C'est très très bon ça. Tu l'as ou pas? Oui, je le vois très bien. Je le vois très bien. Il suffit pas, de toute façon, quand tu vois que le prospect actuel c'est Waldo Cortés Acosta, en termes de ventre mou, déjà on est pas mal. Et en plus de ça, c'est juste terrifiant que ce mec-là soit 7ème mondial et qu'on se dise oh! Bah dans un cas où Cyril Gane veut absolument combattre à Paris, on va peut-être le donner lui quoi. Et là tu t'es waouh. Je me suis fait le mini scénario chez moi avant que le Imavov Boralho soit annoncé. Je me suis dit si Cyril Gane est le main event, qui tu lui mets? Et je me suis dit Shamil Gaziev. Ouais. Wow. Ok. Ouais, c'est vrai que toi tu l'aimes bien. Tu parlais de Thomas Spinal d'ailleurs. Je réserve un petit créneau avant la main card si vous voulez pour qu'on parle de la retraite de John Jones quand même. Donc on va aller assez vite sur les prélims. Cédric S. Doumas contre Jackson McVeigh. Encore une fois, Jackson McVeigh, c'est un combattant qui est même pas ranké à l'international. 26 ans, il est en 6-0 en carrière. Lui aussi passé par le LFA. Cédric S. Doumas, on a vu les limites, on a vu les bordures de la limite, on a vu beaucoup de choses, mais qui a pas un plafond très très haut, un plancher qui est mid. On avait vu quelques progrès, notamment sur la lutte. Mais c'est quand même un peu faible. Moi, je trouve notamment qu'il est assez lent pour un combattant de cette catégorie-là. C'est les middleweight. Voilà, donc bon, c'est pareil, un combat qui ne m'intéresse que peu. Les gars, je sais si vous avez un billet là-dessus, mais c'est pareil. Encore un combattant qu'on fait rentrer dans l'UFC alors qu'en fait la KT est quand même un peu fournie quoi. Ouais, mais ce que je trouve intéressant. Non, mais je suis juste étonné que. Vas-y. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Je te coupe encore, mais je suis juste étonné que Cédric S. Doumas ait le droit de combattre encore parce que je suis pas les gossips du MMA, mais pour moi ça a l'air très très compliqué en dehors de la cage pour lui. Voilà, et même si tu retires ça, effectivement, on est quand même sur un combattant qui est très très moyen. Ah, tu sais, on a donné une place à l'UFC à Kouniev alors qu'il a été pris pour dopage, qu'il a été suspendu. Il est passé par les Contender Series avant. Il est pris pour dopage quand il combat au PFL contre Renan Ferreira. Et après, l'UFC le signe. Donc à un moment donné, de toute façon, il y en a tellement des exemples qu'on finit par oublier certains qui sont encore plus affolants. Lionel, oui, tu avais un mot.
Non, mais si on commence à parler des gens en dehors de la cage, là, on n'a pas fini à l'UFC. La différence, tu vois, tu parlais de Nico Price tout à l'heure, la différence entre quelqu'un comme Cedric Doumas et Nico Price, tu as un Nico Price qui ne fait jamais parler de lui pour le coup en dehors de la cage, mais qui délivre souvent C'est vrai. dedans, alors qu'un mec comme Doumas, ben, c'est un peu l'inverse. Il se présente comme le combattant qu'il faut jamais louper, dont il ne faut jamais louper les combats, et en fait, une fois dans la cage, bah, comme tu l'as très bien dit, c'est pas terrible, c'est juste pas terrible, quoi. Et en plus de tout ça, c'est souvent ennuyeux. Et pour moi, c'est ça le pire. Donc, bah voilà, pas grand chose à dire. Je pense que ça se traduit aussi par la lenteur que j'évoquais. Oui, absolument. Ah ouais. C'est pas Ah oui, emballant. non, mais complètement. La lenteur et puis le manque de solution et le manque de talent, en fait, tout simplement, tu vois, parce que je sais plus si c'est son dernier ou avant-dernier combat, on avait quand même souligné qu'il avait fait quelques progrès, mais j'ai presque envie de te dire quelques au singulier, quoi, tu vois, ça n'a pas avancé Ah plus ouais, haut, non, donc voilà. Mais moi, j'y croyais beaucoup parce que je me souviens, j'en parle à chaque fois, mais qu'on l'évoque, l'ami Arnaud du Hot In Podcast avait fait une interview qui était incroyable, où vraiment tu découvrais un personnage, tu te dis, mais ce mec va devenir une star. Et de fait, il a tout pour être une star, sauf le talent dans la cage, ce qui est dommage pour lui et pour nous. Ouais, c'est clair. Je suis assez d'accord. Terence McKinney, Vyacheslav Borchev chez les lightweight en l'occurrence pour le combat suivant. Terence McKinney, tu me parlais de gueule de star, lui c'était encore plus le cas parce que lui pour le coup c'est vraiment c'est get rich or die trying, hein. Vraiment c'est rien d'autre que ça. C'est soit je te mets KO au bout de 2 minutes, soit je suis mis KO de manière absolument terrifiante en 2 minutes. On se rappelle du coup de genou de Gabriel Bonfim, on se rappelle comment il avait été drop. Lui pour le coup il est pas drop, hein. Il est mis KO tout de suite. En même temps il est tellement exposé dans sa garde que c'est un peu terrifiant. Le head kick qu'il lui a mis avec Steban Ribovic, c'est pareil, il avait traumatisé la terre entière. Écoute, il a été remis un peu en avant avec sa victoire contre Damir Azdovic, mais on en avait parlé à l'époque. Azdovic, il n'avait pas combattu depuis 3 ans, je crois. Il avait eu un layoff terrifiant. Il revenait, 38 ans. Voilà. McKinney était revenu dans la colonne des gagnants. Vyacheslav Borchev, il a une carrière qui est un peu mid à l'UFC, mais il a quand même combattu des mecs forts. En tout cas, il a perdu contre des mecs forts. Notamment ce combat dont vous vous rappelez peut-être contre Nazim Sadikov, qui a combattu le week-end dernier, qui est un combattant que je trouve vraiment très bon. Borchev, c'est pas un mauvais combattant. Donc c'est pour ça qu'il aura mes faveurs sur ce combat-là. Après, il n'a pas forcément le KO power qu'ont Raibovic ou encore Bonfim, comme je le disais tout à l'heure. Rapidement, les gars, sur la direction que va prendre le combat, selon vous, Edouard, peut-être pour commencer, après Lionel. Bah, le problème avec Terence McKinney, c'est qu'on peut plus prédire en fait. Il est tellement. Soit il se prend un KO monstrueux, soit c'est lui qui le met. On sait pas où en est son chin. Bon, je pense que dans la tête, il est pas vieux ce mec-là, mais j'ai l'impression qu'il a quand même eu 2 carrières, tellement il a fait des guerres et des défaites traumatisantes. Par contre, oui, sur le papier, c'est toujours un combattant que je trouve intéressant, qui est quand même assez complet. Effectivement, face à lui, Borchev, on est plus sur le striking. Voilà, en considérant les dernières déconvenues, les grosses déconvenues qu'a eu McKinney, je pourrais moi aussi mettre une petite pièce sur Borchev. Qui pourrait potentiellement installer son striking parce qu'il est pas mauvais et puis ça touche quoi. Effectivement t'as pas le KO power, mais je pense qu'il sait comment gagner les rounds avec ses points et ses kicks. Voilà, c'est juste ça. Je pense qu'un Terence McKinney qui serait allé au bout de ses capacités et qui n'aurait pas eu tout son passif aurait eu beaucoup plus de chemin de victoire. Voilà, je vais plutôt aller sur Borchev parce que je peux plus parier sur McKinney en fait. Lionel, je pense que tu vas t'inscrire dans ça. Oui, aussi. absolument. Je trouve très juste l'image de Edouard qui dit on dirait qu'il a eu 2 carrières. C'est exactement ça. Il a un visage poupin et quand tu vois son palmarès, il a déjà presque 25, presque 30 combats. Enfin, et dont la moitié de. Voilà, 23, mais dont la moitié de défaites, je crois, quelque chose comme ça. Il est en 16-7. Voilà, donc donc il est spectaculaire, mais j'ai envie de dire presque spectaculaire. En fait, c'est en vous entendant parler, en t'entendant décrire un peu son style, et notamment ses déconvenus, t'as l'impression que c'est le côté pervers de l'UFC, tu vois, c'est-à-dire il combat n'importe comment, mais c'est spectaculaire. Donc du coup, même ses défaites lui assurent une place à l'UFC pour continuer à se faire détruire.
et continuer à garder Ouais, sa c'est vrai. place, toi. Donc il y a quelque chose là-dedans qui est Mm. qui est euh, qui est Très malsain, malsain. exactement, exactement. Ouais. Mais même de la part du consommateur, hein, Oui, absolument, bien sûr. finalement. Ah mais complètement, complètement. Mais tu vois, ça me Pas forcément non, 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 nous, bien mais sûr, mais ça me fait penser, tu vois, là je fais un tout petit hors-sujet, mais en fait ça n'en est pas vraiment un, dans la mesure où on sait que Dana White, l'UFC, Dana White, maintenant ils ont maille à partir avec Turquie dans leur nouvelle organisation de boxe, et Turquie vient de déclarer que il n'avait plus envie de voir des combattants stylistes en gros. Voilà, je résume, mais c'était ça. Il n'avait plus, il a employé son propre terme de, il ne voulait plus de boxeurs Tom et Jerry dans ses réunions. Donc, en gros, donnez-moi du spectacle. Voilà, c'est un peu la même idée qu'avec les combattants comme Terence McKinney. Voilà, ça fait un peu jeu du cirque. Et c'est à cause de combattants comme ça qu'on n'ose pas dire qu'on suit le MMA à des gens quand ils trouvent que mm. c'est une discipline barbare. On trouve que non. Mais comme tu viens de le dire, il y a un côté malsain qui parfois, hélas, nous y ramène. On embrasse Sugar Ray Leonard hein, après les propos de Turquie, hein, Mais on évidemment. embrasse Et mais d'autres, évidemment. Mais là, je pense c'est surtout à bien lui, hein, sûr, évidemment. mais Léonard, Whittaker, Nassim Ernest Hamed, Whittaker aussi. Des gros Prince bisous. Hein. Nassim Hamed, Daniel Mendoza, Willy Pep, enfin, mais l'histoire de la boxe, ne me lance pas là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, j'ai pareil, j'ai des noms qui viennent, j'en ai cité deux. Bien sûr. Ah, mais il suffit de regarder. Je dis ça parce que j'ai vu ce combat plusieurs fois, mais il suffit de regarder Sugar Ray Leonard contre le Duran 2. Puis Évidemment. on a une vision de l'esthétisme. Enfin bref. Hein, Lionel, un petit mot, comme ça je sens que ça va te faire kiffer, puis après on passe à autre chose. Non, 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 mais c'est juste, voilà, tu viens de citer Sugar et Léonard, Terence McKinney, c'est à l'opposé. Je parle même pas de talent, mais juste stylistiquement. C'est même l'autre continent. Hein. On est sur Andromède là, on est plus dans le même système solaire. Hein. Bref, allez, retour sur Terre justement. Viviane Aroro contre Tracy Cortez, la numéro 10 contre la numéro 12, si je dis pas de bêtises dans le ranking UFC. Je crois que c'est la 11 contre la 12 plutôt. Non, c'est la 8 contre la 10, autant pour moi. Chez les poids mouches. Viviane Aroro, moi j'aime plutôt bien la combattante, très limitée, mais pour le coup, elle lâche vraiment pas le morceau. Elle a des qualités qui commencent à se perdre un petit peu aussi, parce elle est quand même plus toute jeune. Tracy Cortez, on la voit beaucoup en dehors de la cage aussi, parce que c'est une combattante qu'on peut qualifier de combattante Instagram. Du reste, je ne suis pas une mauvaise combattante pour autant. Elle a eu une opportunité où elle a combattu quand même assez haut dans la KT. On a vu des failles, on a vu des limites. Mais on peut considérer que c'est peut-être elle qui a l'avantage sur ce combat-là. Son dernier combat, c'était contre Tug Rose, hein, tout simplement. Donc, et puis elle bat quand même Yasmine Yazudavicius, dont on a tressé des louanges ces derniers mois. Donc, je suis pas sûr que la Aroro de 38 ans est capable de battre Yazudavicius, par exemple, aujourd'hui. J'en suis même plutôt convaincu. Lionel, tu es d'accord avec moi rapidement sur Aroro, sur Aroro quand même, qui peut amorcer un déclin malgré un talent limité, mais un cœur et une durabilité dont on peut pas douter. Ouais, absolument. Je pense que Cortez, comme tu l'as dit, elle a vraiment clairement elle a touché son plafond de verre contre Rose. Clairement, il y avait 2 classes d'écart entre les deux. Mais la Cortez d'aujourd'hui, elle est, je pense, un peu au-dessus de Aroro, effectivement. Le souci, c'est que c'est un combat, tu sais, j'en parle souvent, j'évoque souvent ce genre de combat, qui manque pour moi un peu de piquant, parce que quelle que soit la gagnante, et on peut imaginer que ce soit Cortez, ça promet pas grand-chose pour la suite, en fait. Cortez, voilà, elle a déjà... Cortez quand même. Ouais, mais elle a montré ses limites. Enfin, je trouve, elle a montré ses limites et je ne l'imagine pas. On est quand même dans une catégorie qui est quand même assez relevée, notamment pour le haut de la KT. Donc, elle est 10 actuellement. Si elle bat Aroro, clairement, en fait, sa place, elle va accéder à sa vraie place qui est entre le top 5 et le top 10. Voilà, clairement. Mais après, je la vois, je la vois pas aller plus haut. Ça, je suis d'accord. Ouais. Après, un combattant, une combattante qui a touché son plafond de verre sur un combat, j'aurais du mal à avoir un avis définitif. Absolument, oui. Tu as aussi la possibilité d'une mauvaise match-up, d'un mauvais training camp, tu vois. C'est quand ça se multiplie après qu'on peut parler de plafond de verre. Pour l'instant, je veux pas trop présager de la suite, mais je pense qu'elle a un talent qui est supérieur à celui que certains pourraient penser en se disant c'est une combattante Instagram. Mine de rien, elle gravit les échelons petit peu par petit peu. Hein. Quand tu vois les avantages qui ont été donnés à Eileen Perez, par exemple, tu vois, qui a gravi des échelons
beaucoup plus vite qu'elle finalement. Moi j'aime plutôt bien la construction de sa carrière, donc voilà. Puis pour le coup, elle fait pas beaucoup de bruit en dehors non plus, donc moi j'aime plutôt bien. Edouard, rapidement, si tu veux dire un mot. Non, ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. J'allais dire comme Lionel que c'était un combat qui allait pas beaucoup m'intéresser pour la suite de la KT. Mais je suis aussi d'accord avec toi, Clément. Je trouve que c'est une combattante correcte et on a tendance à un peu la sous-coter entre guillemets parce que bon, bah, c'est vrai qu'elle a le côté très Instagram. Je crois que c'était la copine d'Ortega, si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà. Après, je pense que là, l'UFC la met dans les meilleures dispositions. Pas pour en faire une future challengeuse. Je pense que le plafond de verre, elle va vite le retrouver quand elle va monter. Donc voilà, je pense que ça va juste être une addition intéressante pour l'UFC qui aura ce genre de combattante qui est pas non plus facile à trouver, quoi. Une combattante qui est assez forte avec le côté réseaux sociaux, influenceuse. Donc voilà, je pense qu'elle est à sa place et faut pas qu'elle monte. Faut pas qu'elle monte plus haut, quoi. C'est dans un style physique totalement différent. Molly McCann, bon bah quand on a vu, mais je pense que Tracy Cortez est quand même une meilleure combattante que Molly McCann. Voilà, il y a des combattants, des combattantes. Il faut les laisser à un stade et ne pas viser trop haut pour eux, quoi. Molly McCann, elle avait pas un plafond, elle avait un plancher de verre pour le coup. Tellement c'était pas très haut. Elle avait un grappling en verre aussi. C'est clair. Combat suivant que j'ai du mal à comprendre honnêtement, Haider Hamil contre José Delgado. Alors j'ai pas forcément de problème avec Haider Hamil, mais quand tu prends le contexte un peu plus global, t'as William Gomis qui prend Joe Anderson Brito qui est vu comme une terreur. Il le bat. Pas avec une grande marge, mais il le bat. Donc on se dit William Gomis proche top 15, sachant qu'on disait Joe Anderson Brito, ça y est, ça va être en plus comme on était dans la timeline avec les Fighting Nerds, tous les Brésiliens qui étaient forts et qui mettaient des KO, on était là à tous s'exciter dessus. La hype, Brito a pris un gros coup d'arrêt. William, on l'a mis contre Haider Hamil, qui était pourtant dans les rankings derrière lui. Haider Hamil bat William Gomis. Haider Hamil donc prend techniquement la hype et la crédibilité de William Gomis. Et tu lui donnes José Delgado, qui a un seul combat à l'UFC, une victoire par KO qui plus est. J'ai du mal à comprendre l'idée, sauf dans un aspect purement merchandising, purement spectacle. Voilà, je dois l'avouer, un petit peu surpris, même si c'est deux bagarreurs, c'est deux gars qui ont quand même certaines qualités sur l'aspect offensif, qui ont une garde que l'on peut qualifier de compliquée, mais bon, mine de rien, José Delgado, c'est 9 victoires, 9 victoires avant la limite, mais trop peu de références au haut niveau en fait pour déterminer quelque chose. Voilà, il bat Conor Matthews, voilà, bon, je connais Jake Matthews, mais Conor Matthews me dit pas grand chose, je dois bien l'avouer. Donc bon, c'est un combat que j'ai, voilà, que quand à mon avis tu tombes dessus, tu te dis bon allez pourquoi pas, tu le regardes, tu t'es diverti, mais là en preview comme ça j'ai du mal vraiment à m'emballer dessus, quoi. Je sais pas vous les gars, mais sinon on peut vite passer à autre chose, je pense. Vas-y Edouard. Non mais moi j'aime bien, j'aime bien Hamil après. Ouais, pardon. J'aime bien Hamil, j'aime bien ce que je pense que battre William effectivement c'est. Ah, on a perdu Edouard. Lionel, je te laisse Ah bah revenir, écoute, du coup. j'allais dire en fait un peu comme lui, parce que moi tu vois, contrairement, là je trouve qu'on vient de parler de combats qui n'ont pas comme le combat féminin dont on vient de parler, qui n'auront pas d'incidence sur le futur de la KT, tu vois, alors que celui-ci, Ah bah, tu vois, bien voilà, sûr. sans dire qu'on parle de futur champ ou même futur contender, mais je m'avoue curieux de voir le vainqueur, tu vois, parce que il y a quelque chose d'intrigant, effectivement. À la fois, on n'en sait pas suffisamment sur eux, mais ce qu'ils ont montré, il y a peut-être des choses, d'éventuelles promesses en fait, tu vois. Moi je le vois comme un combat de deux potentiels futurs prospects, donc je vais le regarder dans cette optique. Voilà, je m'attends pas à quelque chose de grandiose, hein, mais je m'avoue un peu plus curieux que tu ne l'es. Ouais. Haider Hamil, 35 ans, un prospect, ça va être compliqué quand même. Oui. Autant Delgado, 27 ans, mais Hamil surtout vraiment, c'est vraiment l'archétype du bagarreur, quoi. Il y a un peu de technique dans la boxe, mais franchement, il y a du cardio aussi, je dois l'avouer, parce que pour le coup, il a vraiment essoré William Gomis, mais sinon, franchement, putain, bon, il a un catch control qui est pas mal, mais parce qu'il est très musculeux sur le haut du corps, il est puissant. Mais voilà. Edouard, on t'a retrouvé.
Oui, non, mais en fait, j'avais tellement peu de choses à dire que j'ai préféré quitter la conversation. Donc, Edouard lit le chat. voilà. Moi, je ne me mute pas, je change d'onglet, carrément. J'éteins mon ordi. Bon, bah de toute façon, voilà, on a dit ce qu'on avait à Non, dire. c'est bon, franchement, j'ai écouté brièvement ce qu'avait dit Lionel, je suis assez d'accord. C'est vrai que quand tu remets l'âge en perspective, bon, Ouais. on n'est pas non plus sur du gros prospect, quoi. Exactement. Jack Hermanson, Grégory Rodriguez, Robocop contre un pilier du grappling dans la catégorie des middleweight. Bah, je vais te laisser la parole, Edouard, parce que ça faisait partie des combats qui t'intéressaient un petit peu avant la main card. Deux styles différents, de morphotypes différents, deux manières de se nourrir différentes, hein, pour être gentil. Quelle direction tu vois sur ce combat, toi? Ouais, moi j'étais content qu'on ait des nouvelles de Hermanson en fait, parce que bon, Ouais. le truc contre Pfeiffer c'était quand même assez fort. C'est quand même un des bons moments, je trouve, de l'année 2024. Alors après, maintenant, il va faire face à mon combattant un peu chouchou, tu vois, dans les chouchous pas bons qu'on a. Moi, Grégory Rodriguez, je suis à fond, quoi. Mais bon, il y a eu un. On parlait de plafond de verre, on a vu contre Cannonier que ce style-là, au bout d'un moment, tu te fais punir, quoi. Il s'était fait punir. Je sais pas trop pourquoi. Je pourrais pas vraiment l'expliquer. Est-ce que c'est une histoire de style, de morphotype, mais je peux le voir beaucoup plus s'imposer dans ce combat-là. Sachant qu'effectivement Hermanson a un peu fermé des bouches contre Pfeiffer. Je pense que Pfeiffer a surtout été surpris par ce nouveau niveau d'adversité pour lui, de faire face à un vétéran. Moi j'aime toujours ces combats-là, des entre guillemets prospects qui se font surprendre par des vieux de la vieille, parce que c'est toujours intéressant de voir comment ils vont rebondir après. Et pour le coup, Pfeiffer a retrouvé un niveau un peu décent après. Mais pour l'âge aidant, je pourrais voir Grégory Rodriguez. Après, s'il y va comme un débile et qu'il oublie qu'il a quand même un niveau de grappling et jiu-jitsu qui est très très solide, il peut se faire punir comme il s'était fait punir à l'UFC Brésil, comme il s'est fait punir contre Cannonier. Contre Bruno Ferreira, il s'est fait punir. Bruno Ferreira, exactement. Donc je vais juste voilà, c'était mon dicton, mais avec Robocop, j'oublie les analyses et puis je kiffe juste. Est-ce que tu kiffes juste, Lionel? Ben moi je kiffe, mais c'est Hermanson que je kiffe en fait. Moi c'est un combattant que j'aime oui. beaucoup. Et si tu les mets à chacun à leur prime ou au même âge ou à niveau équivalent, pour moi Hermanson l'emporte assez largement parce qu'il a tout à fait le style pour faire déjouer un Rodriguez. Sauf que Hermanson, vous l'avez dit, là il est vraiment plus proche de la fin. Et j'ai trouvé dans ces derniers combats, tu sais, des fois tu as des combattants, t'as l'impression qu'ils sont plus vraiment là, comme s'ils étaient en pré-retraite. Et Hermanson, depuis un ou deux combats, c'est un peu l'impression qu'il me fait. Déjà, il combat de moins en moins souvent. C'est vrai que des fois, il fait partie. Tu vois, il fait partie de ces fighters. On a l'impression qu'ils sont, quand tu les vois revenir, tu es surpris parce que tu les avais oubliés. Et j'ai l'impression qu'il est tous ces combats depuis un ou deux ou trois, c'est presque des combats bonus, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, il sera bientôt plus là. Donc, je pense que Rodriguez, dans la forme qui est la sienne, il a de quoi, hélas, complètement le foutre en l'air. Tu vois, il faudrait que Hermanson, vu la forme qui est la sienne aujourd'hui, tu vois, vu son âge, il faudrait qu'il fasse le combat En fait, lui a besoin de faire un combat presque parfait pour pas se faire connecter, là où Rodriguez, il a besoin d'une ou deux ouvertures pour faire tomber le tout dans la pure brutalité et complètement le faire exploser, quoi. Donc, à mon grand regret, je vois Rodriguez l'emporter. Après, pour le coup, tu vois, quand tu déroules le fil des derniers combats qu'a fait Grégory Rodriguez, il y a quand même pas ou peu de grappleurs. Ou de grappleurs capables. Parce que quand tu prends Jared Cannonier, son dernier combat qui est une défaite, c'est un striker. Pas mauvais en lutte, mais c'est un mec qui reste debout, tu vois, quand tu lui laisses l'opportunité. Les combats précédents, c'est Christian Leroy Duncan, ancien champion de kickboxing. C'est Brad Tavares, combattant qui reste debout également. C'est Denis Tiuliulin,
qui est un no-name quasiment de l'UFC, mais qui était un combattant qui restait debout aussi. Bruno Ferreira, qui pour lui a un truc assez complet, mais qui quand même aussi et surtout un striker. Et après, Julian Marquez, Armen Petrosian, Shiji Njokwani, là je connais pas le profil. Mais tu vois, on est quasiment. Mais après, c'est propre aussi à la division des middleweight. Hein. Tu as quand même une majorité de strikers. Bon, là, le profil de Jack Hermansson, on va voir en fait, on va faire un petit point de passage sur son JJB, sur son grappling. Sauf si évidemment il l'annihile au bout de 20 secondes, ça c'est pas la question. Mais pour le coup, tu vois, Hermansson, il a eu dans son point de passage à l'UFC certains combattants qui étaient des strikers. Chris Curtis, il l'a battu. Joe Pyfer, il l'a battu. Bon, après, il perd contre Roman Dolidze et tout, mais Dolidze a un profil quand même aussi lutteur à la base. Donc voilà, je demande à voir. Je demande à voir, mais pour le coup, au moins, lui a déjà su battre des combattants qui étaient des combattants debout. Et pour le petit rappel, il fait quand même partie des rares combattants à avoir mis KO Kelvin Gastelum. Donc il sait aussi frapper. Sachant que le KO, c'est ce qui se perd en dernier, on le sait très bien, on connaît très bien l'adage. Voilà, si vous avez un truc à rajouter, les gars, mais moi je pars sur Hermansson. Mais écoute, tu me fais plaisir en ça, mais je pense que juste pour terminer, le KO de Hermansson sur Gastelum en dit plus sur Gastelum que sur Hermansson. Ouais, mais quand tu vois ce qu'il a pris contre Pyfer et quand tu vois ce qu'il a pris dans sa carrière, de réussir à le mettre out. Ouais, non, bien sûr, mais tu vois, c'est moins, on va pas en faire des heures non plus, mais ce combat, c'est moins, je me répète, mais tu les mets au même âge, avec le même état de forme, si je puis dire, je mets Hermansson devant. Moi, c'est plus à la limite, plus que le style, c'est les 37 ans face aux 33 qui pousseraient à m'inquiéter pour Hermansson. Ah putain, je suis con, il l'a pas mis KO, il l'a soumis. Ah, bon, ceci explique cela. On va oublier ce que je viens de dire. Je me rappelais plus du combat, c'est pour ça, je retrace ce truc et en fait, non, c'est pas. Bref. J'ai lu left hook et en fait, c'était L hook. C'était rien à voir. Donc, c'est une soumission. Donc, on va oublier tout ce que j'ai dit. On passe à la carte principale de cette UFC 317 avec ce combat que j'aime beaucoup sur le papier, Peyton Talbot contre Felipe Lima. C'est couillu de la part de l'UFC et c'est couillu de la part de Talbot et après sa défaite contre Ronnie Barcelos de revenir en main card comme ça montre que l'UFC croit quand même vachement en lui. Le pote de Frank Ocean, donc forcément je suis obligé de surkiffer le bonhomme. Il faisait partie en plus avec Edouard et je crois toi aussi Lionel de nos prospects pour l'année 2025, l'année de la confirmation de l'affirmation pour Peyton Talbot. Ça commence mal. Il a face à lui un tueur, Edouard ou Lionel, peu importe, je sais pas qui veut parler de ce combat-là en premier, qui pour le coup est une très très belle entrée en matière dans cette carte. Allez Edouard, tiens, je te sens chaud. Ouais, c'est d'abord une surprise moi parce que j'avoue que j'ai été super étonné et en plus le combat a été annoncé relativement tard. Je crois que l'officialisation c'était un peu moins de 2 semaines. Je suis assez surpris, sachant que moi j'enterre pas du tout Peyton Talbot. On parlait de ça tout à l'heure. Il s'est fait surprendre, voilà. Je pense que ça reste un super combattant. Moi je le mets dans mes prospects aussi. Mais alors Felipe Lima, pareil. Attention le profil. Moi je trouve que alors après il a pas été à des niveaux stratosphériques tout le temps. Il arrive juste à l'UFC. Je trouve quand même qu'il a des trucs très 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 intéressants. Son combat contre Naimov, c'était quand même une sacrée victoire dans le round 3. Enfin, c'était vraiment, j'avais été assez soufflé ce soir-là. Donc, je suis assez étonné. J'ai l'impression que l'UFC fait pas tout le temps ça. Enfin, c'est assez rare qu'ils mettent les petites pépites contre. Il y avait ça chez les flyweight, Taira contre. Une autre pépite flyweight. Bon, j'ai oublié. Ouais, je sais plus. Mais c'est plutôt rare. Ah si, c'était contre l'autre, le japonais, non? Attends, putain. Ah, je sais plus, ça me reviendra. Bon, bref. Désolé. Toujours est-il que je suis étonné et après on va peut-être se remettre de cet étonnement et juste profiter parce que je pense que ce combat va être quand même assez explosif. J'ai envie de voir comment Peyton Talbot va réagir et surtout face à Lima qui effectivement ne va peut-être pas adopter un game plan à la Barcelos. Mais
peut quand même l'emmerder de ce point de vue-là. Donc, ouais, je suis très attentif sur ce combat. Je pense que c'est un de ceux que je préfère, mais encore une fois, je suis étonné que ça arrive maintenant. Lionel. Oui, bah, un petit peu pareil. C'est un combat qui me hype également. Peut-être un peu moins que vous vis-à-vis de Talbot, parce que j'avais beau l'avoir mis dans les prospects et sans l'enterrer du tout, mais moi je trouve vraiment que ça a été un gros coup d'arrêt, sa défaite contre Barcelos, parce que même s'il n'y a pas de honte à perdre, je renvoie les gens au débrief qu'on avait fait, hein, on était tous les trois de mémoire. Moi j'avais trouvé qu'il avait vraiment montré des limites par contre. C'est pas tant la défaite qui m'avait déçu ou marqué, c'est la façon dont il avait perdu. Je l'avais trouvé très unidimensionnel. Et surtout sans solution, sans adaptation. Donc moi, ce que j'attends de voir, outre le combat en lui-même, c'est, comme vient de le dire Edouard, le travail qu'il a effectué entre-temps. Voilà. Est-ce qu'on va voir une évolution? Est-ce qu'on va voir des ajustements? Est-ce qu'on va voir le travail qu'il a fourni entre-temps? Voilà. Donc, et j'avoue, sinon, le combat en lui-même, j'arrive pas à le pronostiquer en fait, parce que je vois autant la bascule d'un côté ou de l'autre, parce que Lima, comme l'a dit Edouard, c'est un sacré client lui aussi, et je suis pareillement surpris qu'on les mette tous les deux aussi tôt dans leur carrière. Vraiment, là je trouve ça étonnant. UFC généralement ils aiment bien épargner les noms qu'ils trouvent intéressants. Là vraiment, je sais pas, on dirait que je sais pas pourquoi. Il y a des choses, je suis persuadé qu'il y a des choses en coulisses, on ne sait pas forcément tout, mais pour le coup, profitons-en. Je mettrai juste un petit bémol quand tu dis, Clément, le fait qu'on le retrouve, que si on le retrouve en main card, c'est parce que l'UFC croit en lui, c'est aussi, soyons honnêtes, parce que le combat de Paulo Costa contre Roman Kopylov a été annulé. C'est lui qui aurait dû être en main card. Voilà. Oui. Donc, tant mieux pour nous, en l'occurrence, parce que je pense qu'on y gagne très largement. Mais on y gagne. Mais à voir. Comme vous, très très intrigué, vraiment. Et c'est limite l'un des combats les moins facilement pronosticables de la soirée. Ouais, je suis assez d'accord. Felipe Lima qui a quand même réussi la performance pour son premier combat à Octagon, qui est quand même une organisation plutôt sérieuse en Europe, à prendre le titre. Quand même, c'est pas mal comme entrée en matière. Et ce qui avait facilité donc sa signature à l'UFC ensuite. Donc voilà. Maintenant, il y a un style, il y a une générosité dans les deux cas. Moi, ce que je retiens surtout de la défaite de Talbot, c'est pas le manque de compétences au global. C'est le fait de subir l'agression adverse. Où finalement, c'était un combattant qui était quand même souvent en maîtrise de l'espace, des éléments et des événements. Et Barcelos, n'ayant absolument pas peur de prendre des dégâts, ça l'a beaucoup perturbé. Donc je pense qu'il y a un chemin de victoire pour Lima aussi dans ce côté agressif, qu'il peut avoir d'ailleurs, et qui peut être pour lui un chemin de victoire. Beneil Dariush, Renato Moicano, chez les lightweight en l'occurrence, Beneil Dariush qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qui est un combattant qu'on a tant aimé, qui était si près, si loin du titre quand même, qui était perçu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans comme l'anti-Islam Makhachev, dû à ses qualités au sol. Finalement, on a deux combattants qui, à des degrés un peu différents quand même, peuvent se ressembler un petit peu. Des combattants qui sont très à l'aise au sol. Moi, je me rappellerai toute ma vie, je crois, du scramble game, du scramble fight entre Dariush et Mateusz Gamrot, où ça avait été 15 minutes de roulade par terre et nous, on était là tous bouche bée à se dire « Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable ». S'il y a des échanges de scramble, je pense que Renato Moicano ne sera pas en reste, parce que c'est un magnifique combattant au sol. L'avantage de puissance restera quand même pour Dariush, mais il y a quand même un déclin dû à l'âge aussi de Dariush. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce combat-là? On a commencé par Edouard tout à l'heure, allons sur Lionel. Dans un monde normal, moi je mets Dariush devant. Mais finalement, quand tu prends la carte en carrière de Moicano, tu te rends compte qu'il perd que contre des tueurs à gages. Est-ce que Dariush est encore un tueur à gages? C'est un peu toute la question. Écoute, tu as absolument tout dit. Ce qui est rigolo, c'est que les deux, tu vois, tu parlais de l'âge de Dariush, c'est vrai que tu as l'impression, vu leur carrière, vu même leur look, la tête qu'ils ont, ils ont le même âge. Alors que tu as l'impression que Dariush, c'est limite l'ancien et Moicano, le jeune qui monte, alors qu'en fait, pas du tout, ils ont tous les deux 36 ans. Dariush de base, il est plus talentueux, il est plus complet, il est plus travailleur, plus discipliné, plus intelligent. Je parle de Fight IQ. Il n'y a même pas photo. Tu le mets, encore une fois, je vais reprendre ce que je disais sur
Hermanson, tu prends les deux à leur prime, tu mets le meilleur Dariush contre le meilleur Moïcano, pour moi, il n'y a même pas match. Vraiment, quoi. Dariush s'amuse. Le souci, c'est que le Dariush, je vais répéter aussi ce que j'ai dit sur Hermanson, je sais plus aujourd'hui à quel point c'est un combattant de MMA à 100%. Tu sais, tu le sens moins investi, et ces deux défaites, alors bien sûr, tu perds contre Oliveira et Tsarukyan, il n'y a aucune honte, mais c'est la façon dont il a perdu, c'est la façon dont il perd. 2 défaites traumatiques dans lesquelles il a pris du dégât, et surtout mentalement, j'ai l'impression que ça lui a fait énormément de mal, parce que, tu vois, tu disais qu'il était si loin, si proche, mais je pense que pour lui, ça a dû être, j'extrapole peut-être, hein, mais je comprendrais que ça a été terrible, vraiment, quoi. Parce que il était vraiment à un chouïa, mais il a vu ce qui le séparait de que ce chouïa était en fait énorme, que c'est ce qui sépare les excellents combattants des champions. Voilà, c'est ce qui manque aussi à un Poirier, c'est ce qui manque à des tas de combattants au cours de l'histoire. Et Dariush, je pense que ça m'étonnerait pas que ça l'ait fait vraiment retomber, tu vois, même au niveau, c'est Julien Casier qui en parlait une fois dans son podcast, il disait que les retours qu'il avait du camp de Dariush disaient que sa team, il s'entraînait moins, tu vois, il était moins investi, il y croyait moins, et ça ne m'étonne pas. Il émane de lui un combattant en pré-retraite aussi, tu vois, j'ai l'impression que ces combats, pareil, pourtant un combat contre Moïcano, c'est un gros combat, pourtant Moïcano qui a disputé un title shot dans son dernier fight, tu te dis potentiellement 1 ou 2 fights, une ou deux victoires, et le combat pour le titre lui est accessible, mais j'y crois pas du tout en fait. J'ai l'impression qu'il est plus du tout dans cet état d'esprit. Et pour tout ceci, je pense que Moïcano, qui lui garde sa vista, garde son agressivité, son enthousiasme, peut totalement le faire, peut totalement le surprendre, et surtout s'il arrive à l'amener au sol. Donc, je vois pas le combat idéal. Dariush l'emporte. Mais j'ai l'impression que le Dariush idéal n'existe plus. Il y a avant de te lancer, Edouard, il y a un potentiel quitting game de Dariush. C'est une saisie sur une soumission, même pas totalement verrouillée de Moïcano, il tape. Ah, c'est totalement envisageable. Aujourd'hui, absolument. Ce qui me déprime d'ailleurs, mais bon. Il a bien mérité. Edouard. Oui. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est vrai que là, j'allais dire sur le papier, mais je vais arrêter de dire sur le papier parce que ça veut rien dire. Mais c'est vrai que Prime contre Prime, je vois mal Moïcano amener Dariush au sol. Enfin, tu l'as dit, Clément, quand les scrambles contre Gamrot, enfin, on était juste bouche bée à ce moment-là. Et si ça se passe debout, je vois quand même Dariush avec la puissance et le pouvoir. Parce que c'est quand même un gars qui a battu des noms, soit avec ses poings, soit avec son grappling. Donc ça a toujours été un profil que j'adorais à l'UFC. Donc, choix du cœur, je me dis, allez, chant du cygne, Beneil Dariush. Mais en fait, j'ai trop de red flags qui pop quand je parle de ce mec-là. En janvier dernier, quand il se fait sucrer son combat contre Moïcano, je vois son interview pour réagir. Je vois pas un mec dégoûté. Je vois juste un gars qui se dit oui, tant pis, j'ai pris mes 100 000. Et puis on va attendre. Il a pas recombattu la semaine d'après, enfin ou le mois d'après. On va pas exagérer non plus. Il a attendu que Renato Moïcano se remette. Et puis on a dit allez, on va se la refaire. Donc les signaux sont trop mauvais et je vais espérer qu'il a toujours le je sais pas comment on dit le dog en lui, tu vois, le chien, le mojo. pour le mojo pour gagner ce combat parce qu'il doit le gagner. Mais après quand tu réfléchis à ta carrière, quand t'es à 2 grosses défaites, grosses défaites, que tu te rends compte que t'es un peu passé à côté. Je pense qu'il doit avoir des activités en dehors de la cage qui lui prennent du temps. Je comprends qu'il lâche un peu, mais je serais un peu dégoûté que ça se termine comme ça pour lui en fait. Donc je vais écouter mon petit cœur et puis je vais continuer avec Dariush. Mais évidemment que là, en 2025, tu peux mettre une pièce sur Moïcano, il n'y a pas de souci.
Moi, j'ai vraiment la sensation qu'un Dariush impliqué et peut-être du coup un poil plus jeune est capable de prendre absolument tous les grappleurs de la division à part Makhachev. C'était Vraiment. un monstre. C'est dire, Dariush. hein, Paul. C'était vraiment le gars qui. Mais après, c'est aussi de sa faute. Je pense est-ce qu'il y a eu un côté implication? Il y a eu. C'était surtout un gars dont on n'entendait jamais parler, Benil Dariush. Tu vois, il s'est jamais ouais. fait. Bah, Il le mec s'est a jamais call out fait une Tesla, respecter. quoi, c'est tout. Oui, voilà, il s'est C'est jamais vraiment fait respecter. Il s'est jamais fait respecter dans cette catégorie. Et ça va être ça le souci. Après, est-ce qu'il aura des regrets? Je sais pas. J'avoue que je vois pas dans ses yeux l'envie Ouais. de continuer dans cette caté qui est en train de petit à petit de se renouveler. Donc voilà, je pense que malheureusement on va lui dire au revoir et ça sera dommage. Il aurait le cœur de Kamaru Usman, il aurait peut-être la ceinture autour du. Autour du. Bah ouais, c'est des victoires comme ça. La victoire de Kamaru, elle te laisse espérer que en fait, bah, le talent, la hargne, ça part pas quoi. Exactement. J'aimerais juste, ouais, Exactement. Et ça, c'est aussi des questions de j'aimerais, caractère. non, mais j'aimerais juste rajouter pour Dariush quand même à sa décharge, il y a un combat qui aurait pu tout changer pour lui, c'est quand il aurait dû affronter Islam Makhachev, c'était début 2022, je crois, sauf erreur. Et Makhachev a été blessé, donc le combat a été annulé et n'a jamais été reprogrammé. Et moi, ça reste l'un de mes plus gros regrets à l'UFC de ces dernières années. Parce que pour moi, c'était l'équivalent limite d'un Ferguson-Khabib, vraiment, parce que les deux étaient, je trouve, à cette époque-ci, à un niveau quasi équivalent. Et j'aurais adoré voir Makhachev se confronter à ce qu'était Dariush à cette époque-ci. Donc là, vraiment, en plus, il a joué, hélas pour lui et pour nous, il a joué de malchance. Et il devait prendre je sais plus qui, Darius, à un moment donné, quand il s'est déglingué le pied entre deux lames de tatami aussi. Je sais plus contre qui c'était ça. Il avait un combat de fou bouqué aussi. Et maintenant, c'était pas Oliveira, mais un peu avant. Enfin, je sais plus, bref. Mais ouais, c'est quand même un combattant qui a réussi à rentrer dans le top 4 des lightweight avec un Chandler auquel on pouvait encore croire, un Gaethje au top, Poirier au top, Tsarukyan qui arrivait, Oliveira au top, Makhachev au top, et ce mec-là avait réussi à se faire sa place, quoi. C'est dire, enfin, franchement, il a réussi là où tant d'autres ont échoué, quoi. Bref, c'était notre petit hommage aussi à Benil Dariush. Combat suivant, Brandon Royval, Joshua Van. Que vous dire à part que je suis absolument amoureux de ce combat, même si j'ai quand même l'impression qu'après avoir gravi le Tourmalet, il passe du Tourmalet à l'Everest, hein, notre cher Joshua Van quand même, parce que Royval c'est tout sauf un client à prendre à la légère. C'est un short notice, hein. Royval était censé prendre un autre combattant, il était censé prendre Manel Cap, Manel Cap malheureusement il parle beaucoup, mais dès qu'il s'agit de combattre un combattant du top 3, il se blesse. Donc c'est quand même compliqué de croire encore en lui, sachant que son dernier combat contre Almabaev, il y a 94 à Hippoc et il y a des coups illégaux, etc. C'est dommage parce que sur le papier on l'aime bien, mais là il a terni un peu son image. Royval Van, franchement c'est moi Van, enfin vous savez, hein, on sait tous ici, on se sait tous, on est tous ultra fans de Van. J'ai l'impression qu'il y a la croisée des chemins, c'est pas encore pour maintenant. Il n'y a pas le passage de témoin, on n'est pas sur une passation de pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars? Moi je vois Royval un peu trop fort en fait. Edouard, tiens, je te vois micro ouvert. Je suis micro ouvert parce que Lionel doit être en train de manger. Donc je prends la main. On l'embrasse. En train de fouiller dans son frigo. Non, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est trop tôt, malheureusement. Je suis aussi fan de Van et je trouve ça admirable, tu vois, de comprendre que dans les flyweight, tu peux monter rapidement et d'enchaîner les combats comme ça. C'est délirant, son rythme de combat. Je crois que notre ami, surtout dans la catégorie des flyweight, je pense qu'à 30 ans, il n'aura pas une grande conversation, notre ami. Je sais pas. Il va se budget péniser. Ouais, je pense que chez les flyweight où t'as quand même un niveau d'engagement qui est fou, ça peut être compliqué. Et puis là, c'est quand même un client parce que évidemment, Royval, t'as l'impression que il est en dessous de Pantoja et c'est vrai. Je pense que Pantoja le battra toujours. Ça reste quand même un sacré niveau. On parle d'un gars en striking qui a battu Brandon Moreno, tu vois, il n'y a pas si longtemps. Pour moi, ça sera trop haut. Je vois pas comment Joshua Van peut gagner.
que ce soit au niveau même physique, tu vois, genre, je vois pas comment ça peut le faire. C'est horrible de faire ça, mais je veux juste pas que ce soit trop traumatisant pour lui, tu vois, que ça l'arrête pas parce que il a déjà eu une bonne défaite, tu vois, quand il perd contre Charles Johnson. Tu vois, ça peut être une défaite qui te met un coup terrible, quoi. Si tu te dis, bon, bah voilà, si tu perds contre Charles Johnson, surtout si tu te fais terminer, ça peut être compliqué de revenir. Et il est revenu. Tu vois, il bat Tsuruya, il bat Da Silva. Donc, moi, je vais. Effectivement, il est dans ma liste des prospects et des gens que je vais toujours voir. Mais là, ouais, pour moi, c'est trop déséquilibré, surtout en short notice. Pour te dire, ouais, quand le combat a été annoncé, j'étais un peu dégoûté quand même. Je suis content parce que les flyweight, j'adore, et les grands combats de flyweight, c'est vraiment des grands moments, surtout quand ils sont mis à l'honneur dans une main card, ce qui arrive pas souvent. Donc voilà, je suis content de revoir Royval quand même, parce que c'est un combattant que j'adore et qui est vraiment dans la liste des combattants que je regarderai toujours. Je suis un peu dégoûté qu'il soit contre mon petit chouchou du moment. Ouais, je comprends. Le truc le plus évident, et tu as raison d'en parler, c'est vraiment l'aspect physique. Enfin, faut se rendre compte, Van est un vrai fly, ou en tout cas un fly plus 1. Vraiment, Royval, c'est un petit bantam, quoi. Physiquement. Tu vois qu'il y a une coupe de poids, tu vois qu'en fait, physique. J'ai presque envie de dire que c'est un physique d'adulte, d'un MMA moderne d'aujourd'hui. Van frappe le plomb, c'est pas un problème, il est très physique sur le haut du corps, mais c'est pas la densité musculaire, il n'y a pas la coupe de poids que fait Royval. Donc dans la cage, ça risque d'être un peu marquant, sachant qu'en plus Van, si je dis pas de conneries, je crois que c'est vraiment un gars assez petit en taille, faudrait que je revérifie, mais il fait 1m75. Ah non, c'est Royval qui fait 1m75 justement. Je crois que Van, je vais te confirmer ça, je crois que Van il fait moins d'1m70. Donc on risque d'avoir un déficit 1m65. Ouais, tu vois. Ça risque de faire beaucoup à plein de points de vue. Ouais. Donc bon, il y a cet aspect physique. Stylistiquement, Royval est aussi beaucoup plus accompli. Il n'y a pas que l'âge. Enfin, faut bien que les gens comprennent ce qu'on veut dire. On n'est pas en train de dire 29 ans, 23 ans, c'est le gars de 29 ans qui va le battre. Non, c'est que le striking de Royval est plus abouti. La palette est plus large. Van, il est brillant, sûrement plus peut-être finalement que Royval, mais il y a encore une garde un peu lâche, il y a encore des entrées qui sont un peu en ligne et tout. Royval, il a les changements d'axe, il s'est frappé au corps et tout. Enfin, je sais pas, j'ai peur que ce soit trop tôt moi aussi. Lionel, tu as fini ta bouchée. C'est la différence entre un vétéran, un gars qui connaît par cœur qui a affronté le top du top, et un gars qui est encore en gestation, quoi, un combattant qu'on annonce très fort, mais qui est encore au début. Voilà, là, Royval, je pense qu'il est dans son prime maintenant, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu cruel. Vas-y Lionel. Alors déjà, mauvaise langue, je n'étais pas en train de manger, mais je méditais. Parce que entre deux interventions dans le podcast, je fais du yoga et de la méditation. Sinon, vous avez à peu près tout dit. Moi, j'avoue, moi, contrairement à Edouard, quand le combat était annoncé, j'étais très content parce que, alors j'attendais vraiment Royval contre Manelka parce que c'est un combat qui m'intrigue, mais j'ai trouvé ça très couillu de la part de Van, surtout qu'on venait de le voir lors de sa dernière performance, qui a plu à tout le monde. Mais en fait, très rapidement, j'ai trouvé que c'était effectivement peut-être une fausse bonne idée pour tout le monde, en fait, à commencer par Van lui-même. J'espère pareillement qu'il va pas se cramer, et en même temps, comment lui en vouloir? Il est dans l'œil du cyclone actuellement. Là, il devient UFC et fan-friendly dans un même élan, parce que ça plaît à tout le monde. Donc, sur le papier, l'histoire est belle. Mais après, c'est vrai que souvent, ce genre de short notice, ça se passe rarement bien, en fait. Si vraiment on fait un peu des statistiques, et surtout, vous avez tout dit, notamment, principalement, c'est l'expérience de Royval. On parle quand même d'un gars qui a été certes battu sans conteste par Pantoja, mais qui n'a pas été ridicule du tout. Et Van n'a jamais rencontré ce niveau d'adversité, tout simplement. Alors, dans le meilleur des cas,
Si on voit le verre à moitié plein, bah, ça va lui faire apprendre beaucoup de choses en fait. Voilà, vraiment, ça va le faire grimper, ça va lui faire prendre des points d'expérience qu'il aurait peut-être mis beaucoup plus longtemps à emmagasiner. Voilà. Mais c'est plus une sorte de. Moi, je vais plus le voir comme une sorte de work in progress, vraiment quoi, qui va nous donner peut-être des indications sur la suite de ce qui pourra arriver dans la KT. Disons que, pour conclure, une défaite de Van, sauf si elle est vraiment accablante, pour moi, c'est pas forcément significatif de la suite de sa carrière, voilà, parce qu'il est encore très jeune, il pourra s'améliorer, voilà, donc Bien sûr. Bien sûr. voilà. C'est un combat qui pourra aller au sol d'ailleurs, hein, assez rapidement. Genre, tu vois, Royval qui verrouille les probabilités en empêchant Van de trouver sa distance. Il amène le combat au sol et ça pourrait se faire comme ça. Ouais, mais On verra de toute fait, façon. et je crains un combat, pour toutes ces raisons, notamment le short notice, voilà, un combat pas forcément très palpitant entre un Royval, comme tu l'as dit, qui va sécuriser le truc, et un Van, bah, tu auras peut-être pas le répondant physique, tout simplement, parce qu'au-delà du gabarit, ça lui fait enchaîner un deuxième camp de suite, ça fait beaucoup, ouais, ça fait beaucoup quand même. Ouais, je suis d'accord. Comme j'ai oublié de parler de John Jones avant la main card, on en parlera à la fin du podcast, les gars, comme ça au moins. Je n'oublierai pas cette fois-ci. De toute façon, mérite-t-il un hommage de début de podcast de 30 minutes, on en reparlera à la fin. Royval, il a affronté. Oui. Non, je disais juste non, je répondais à ta question. Ah d'accord, pardon. Royval, il a affronté les deux combattants qu'on voit ensuite, pour le titre, cette fois. Alexandre Pantoja contre Kai Kara-France, le champion contre le numéro 3 ou 4 de la division. J'ai plus le truc sous les yeux, c'est le numéro 4 en effet. Il affronte le 4 parce qu'il a rincé tous les autres, évidemment, notamment Royval qui l'a battu 2 fois. Je parlais d'un bantam qui combat un fly tout à l'heure. Je crois que là vraiment on est sur un lightweight qui combat un bantam. Pour le coup, tant Pantoja est un monument de la catégorie. Vraiment, on est sur depuis qu'il a le. Il y a certains gars. Volkanovski a été je dis pas ça pour toi, Edouard, mais il y a certains combattants qui, lorsqu'ils ont eu la ceinture, se sont sublimés. Ce gars-là en est un exemple merveilleux. Avant, c'était un combattant, voilà, du top 2, 3 de la catégorie, mais on parlait tellement de Figueiredo et de Moreno que finalement Pantoja passait un peu au deuxième plan. Et vraiment, depuis qu'il a la ceinture, tu vois, ils y sont tous essayés, quoi. Erceg, Moreno, Royval, ils sont tous perdus assez nettement. Même Kai Asakura qui perd assez nettement aussi. Moi, dans un combat où j'ai trouvé que c'était un masterpiece total de Pantoja, mais extraordinaire. Je trouvais que c'était volcanisé, justement, dans le style. Les chemins de Kai Kara-France ne sont pas nombreux pour aller chercher cette victoire-là. Mais Kara-France est très fort dans les jaillissements sur les avant-arrières, sur ses entrées. C'est un bon moyen pour Pantoja de bien rester concentré tout au long du combat. Est-ce que vous y croyez, quoi, tout simplement, Edouard? Oui, vas-y, Edouard, je voulais dire Lionel, mais vas-y, Edouard, je t'en prie. Moi, je pense que Kai Kara-France c'est devenu. Alors, ils sont déjà rencontrés les deux, c'est marrant, mais c'est un semi rematch vu que c'était au TUF. Mais bon, on va pas rentrer dans l'analyse complète parce que c'était il y a quand même assez longtemps et ils ont eu des parcours assez différents. Kai Kara-France pour moi c'est un bon combattant. Alors effectivement, on le souligne tout le temps parce que c'est assez rare, mais il a un peu le feu dans les poings ce type-là et je pense en termes de striking, il fait des trucs intéressants. Où il va quand même essayer de te frustrer un peu, quoi. Il va même s'il met un peu de temps à te lire, après il va avoir le travail en low kick et dans le footwork pour te frustrer. Le problème c'est que face à lui, Pantoja c'est le cannibale, son surnom, et ça lui convient parfaitement en fait. C'est un type qui dès le départ c'est le pied sur l'accélérateur à fond. Et il te lâche pas en fait. Il va tu vas avoir envie de le contrer et en fait il t'aura lu
et puis il va t'amener au sol, et puis là c'est très 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 compliqué. Même en striking, je le trouve, c'est fou de voir ce type-là, parce que effectivement, c'est pas c'est peut-être pas le plus technique, mais en fait, il le fait avec une telle fin, tu vois, c'est une telle voracité dans ses combats, qu'à un moment, bah, tu lâches, quoi. Et ils sont plusieurs à avoir lâché. Et écoute, s'il y a un travail très intéressant en termes de striking pour essayer de contrer la folie pure de Pantoja, parce qu'on sait que ça bosse bien dans ce gym-là, pourquoi pas. Il est Après, à là, ITT, effectivement. pour préciser. Ah oui, c'est vrai, il est à ITT. Mais sinon, non, moi je vois Pantoja trop fort, et en fait, c'est un mec qui est tellement oublié dans les discussions, parce qu'on va toujours te mettre Islam Makhachev pour parler de Pound for Pound. Pantoja, il mérite tous les hommages du monde, parce que ce qu'il a fait dans cette catégorie-là, peu de gens l'ont fait. Et pour moi, il est au sommet, et en dessous, c'est quand même, c'est quand même des gars qui va toujours battre, quoi. Bah, franchement, après DJ, c'est lui, quoi. Ah, bien sûr. Voilà. Absolument. Il a tenté de le faire sortir de sa retraite. Ouais. C'était bien. Ça, j'aurais adoré ce Il a bien truc-là. fait. Mais bon, ouais, il a bien fait. Ça aurait été incroyable. Parce que je pense qu'il sait qu'il est en manque il est en manque de hype sur cette catégorie-là. Mais voilà, je pense qu'après Kaikara France, il pourra se coucher tranquille, notre ami. Tout à fait. Lionel. Oui, bah, je vais dire à peu près la même chose, donc je ne le dirai pas. Pour moi, l'actuel numéro 1 pound for pound, c'est Merab, mais je suis pas loin de mettre Pantoja juste derrière. Voilà, pour ses accomplissements, la domination totale qu'il exerce sur sa KT, le fait qu'il ait battu tous ses prétendants plusieurs fois. Et c'est juste, comme il dit Edouard, il est juste trop fort, il est trop dominant. Alors il n'est pas bling bling, c'est sûr, c'est peut-être pas les combats les plus excitants, mais il est juste, il surdomine tout simplement. Il est au-dessus de son game pour l'instant dans sa KT. Si on lui met, comme tu l'as dit, Kaikara France, c'est parce que il a battu tous les autres plusieurs fois. Et pour répondre à ta question initiale, peut-il le faire? Oui, bien sûr, évidemment. Le même disclaimer éternel. On est en MMA, un coup peut tout changer, mais Kara France, je le vois trop, il est un peu trop brouillon. J'aime bien le combattant, parce qu'il est généreux, mais une générosité qui se retourne parfois contre lui, ça manque un peu de technique, ça manque un peu de finesse. Donc si il arrive à emballer le combat, ce qui est à mon avis sa seule chance, parce que s'il se laisse aller au faux rythme de Pantoja, c'est mort, quoi, voilà. Ce sera 5 rounds assez unidimensionnels et pas vraiment excitants, mais verrouillés de A à Z par le champion. Donc il faudrait qu'il fasse tomber le tout à nouveau dans le chaos, dans la bagarre, dans la baston de rue. En est-il capable? Oui, sur le papier, mais j'imagine... Pantoja est trop intelligent pour tomber là. Voilà, exactement. Pantoja, c'est en plus... Si je devais vraiment sa qualité ultime au-dessus de toutes les autres, c'est le fight IQ. Voilà, le mec, il a un calme, une concentration, il a un game plan, il n'en dévie pas, il arrive à l'appliquer. Moi, ce qui m'avait, je sais pas si c'est son dernier combat, non, c'était peut-être celui contre Herzeg. Dès qu'il était un peu en danger, je sais pas si vous vous rappelez, mais il avait un footwork qui le faisait reculer, il se mettait tout de suite en dehors de la zone de danger. C'est-à-dire, c'est un type, il a pas d'ego, il a pas l'ego qui le fera tomber dans la baston, il a rien à prouver du tout, que ce soit par son histoire personnelle, on sait d'où il vient, c'est très compliqué, il est très conscient de sa chance, et il va pas perdre sa ceinture pour des bêtises. Donc franchement, à part l'upset à la Matsera contre JSP, ou vraiment le coup, le lucky punch, qui n'est pas vraiment lucky, mais vous m'avez compris, je vois pas où Pantoja peut perdre le combat, en fait, vraiment. Et tu dis qu'il est capable de se sortir de la bagarre, mais moi j'ai surtout le round 1 et 2 contre Moreno, où parfois c'est celui qui est l'instigateur de la bagarre aussi. Et c'est là aussi toute l'intelligence du gars, c'est qu'il est capable, il n'a pas peur de rentrer dans la poche, il n'a pas peur d'envoyer des crochets larges. Il l'a fait aussi contre certains, pas contre Asakura, parce que pour le coup là il y avait vrai danger, mais contre tous les autres,
il a montré ça. Contre Hersey, contre Moreno, contre Royval. Il n'a pas peur de rentrer dans la poche parce que quand c'est lui qui est l'instigateur, il sait où il va. Donc ça c'est trop fort. Non mais Et puis absolument. là moi je le vois faire du cage control, mais à mal axer Cara France dans le cage control. Par contre pour les amener au sol, je pense que ça peut être différent sur le switch cage control vers la lutte et le grappling. Cara France, comme beaucoup de gars du City Kickboxing, sont quand même très forts pour réussir à ne pas se faire amener au sol, ou du moins se relever vite. Contre la cage, même Easy par exemple, tu vois, quand tu le mets au sol en milieu de la cage, c'est une tortue. Mais quand tu le mets contre la cage, il est quand même très fort pour travailler et remonter. Tous les gars du City Kickboxing, c'est ça. Tu prends Volk, tu prends Dan Hooker, tu prends Cara France. J'aurais pas la prétention de dire que Carlos Hulberg a cette qualité-là, parce qu'en fait, j'en sais rien dans cette catégorie-là, c'est un peu bizarre. Mais du reste, c'est des gars qui ont des aptitudes pour le faire. Mais il est capable, finalement, Pantoja, de juste fatiguer sur du cage control. Et il faut pas oublier aussi, parce que mine de rien, il a des kicks Pantoja, que Moreno avait réussi à mettre KO, et c'est pas commun à l'UFC, a réussi à mettre KO, en tout cas TKO Cara France sur un middle. Ce qui est pas commun. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Mais là, pour le coup. Bon, bah, Oui, non, juste pour terminer, pour le combat contre Moreno, Cara France, voilà, on avait vu aussi l'un de ses possibles défauts, c'est-à-dire la générosité poussée à l'extrême. Là, il en avait vraiment totalement oublié son game plan, alors qu'il était en train de dominer. Donc, s'il fait ça contre Moreno, contre Pantoja, c'est encore un autre niveau. Ouais, c'est encore un autre délire, ouais. Tout à fait. Bon, les gars, on y va, hein. Main event de cette UFC 317, ce terrifiant, ce stressant Ilia Topuria, Charles do Bronx Oliveira. Je crois que le cœur de beaucoup vont vers do Bronx. Il y a une réalité quand même qui fait que Topuria est un combattant quand même assez terrifiant. Il a réussi l'impossible, hein, mettre KO dans la même année Volkanovski et surtout, dans le sens où c'est encore plus improbable, mettre KO Max Holloway. Il monte de catégorie, pas de défense de titre, enfin une défense de titre, pardon. Il monte de catégorie, il prend do Bronx. Moi, j'ai un chemin de victoire pour Oliveira, même si ce serait complètement, j'ai envie de dire que ce serait complètement fou. Évidemment, Edouard, moi j'ai très envie de t'entendre sur cette montée d'abord de Topuria et ensuite sur ce match-up ultra excitant, quoi. Ouais, bah moi ça commence à être dur, hein, parce que je pense que tu m'aurais demandé il y a 2 ans mes combattants préférés à l'UFC. Je pense que j'aurais mis les 3 derniers adversaires de Topuria, donc do Bronx compris. Donc là je commence à un peu saturer de ce monsieur qui commence à me saouler. Franchement, alors la montée, on a un peu parlé. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça plutôt sport d'avoir lâché la ceinture. Surtout d'avoir bien parlé de Volkanovski. Ça, c'est ce que j'ai préféré parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans la personnalité de Topuria. Mais le fait d'avoir dit, voilà, Volkanovski est champion, c'est plus ma catégorie. Ça, j'avais trouvé ça plutôt classe. Ouais. Mais ça, c'est le passé. Topuria, maintenant, c'est un lightweight. Il est face à un destin qu'on annonce pour beaucoup, parce que ça doit être lui la nouvelle star. Il a l'âge, il a le style pour le faire. Là, malheureusement, ça se retrouve contre do Bronx et les chemins de victoire, j'aimerais bien t'entendre là-dessus parce que moi, j'en vois pas et je pense que ça va être trop dur. Il y a un truc que je vais peut-être attendre, c'est quand on va les voir face à face, parce que do Bronx, on le sous-estime, mais c'est quand même un gros morceau. Ça va être de l'aura contre aura. Ouais. C'est quand même un gros morceau, Oliveira, même si on le voit un peu fin quand on s'en rappelle, mais en fait quand on le voit dans la cage, c'est quand même un gros truc. Mais voilà, le problème avec Ilia, c'est que sur 5 rounds, comment tu veux pas qu'il trouve la faille contre Oliveira, ce type-là, il s'en fout de perdre des rounds. Charles Oliveira, il peut gagner le premier, il peut gagner le deuxième, le gars il va chercher autre chose. Donc, c'est justement mon point. D'accord, voilà. Bon écoute, tu vas me le dire. J'ai une image d'Oliveira qui se fait taper, qui se fait knockdown par Makhachev sur un coup que pourrait mettre Topuria. Donc là, ça va être compliqué.
Moi, je suis ultra fan d'Oliveira. Je vois le dernier combat de Charles contre Chandler. C'était quand même compliqué. Ouais. Donc, voilà. Je propose qu'on oublie ce combat et puis qu'on dise que le main event, c'était Pantoja. Voilà. Bonne soirée à tous. Écoute, mon chemin de victoire, il vient justement d'une phrase que tu as dit. C'est Topuria s'en fiche de perdre des rounds. Il s'avère que Topuria a un côté diesel très comme les plus grands en fait, hein, comme Volk notamment, où on est sur un gars qui va choper des informations. Topuria, c'est rarement un gars qui finalement chope sa distance d'entrée. Il teste, il envoie des kicks, pas de problème, il jab, il envoie quelques crochets certes, mais c'est quelqu'un qui cherche sa distance. Oliveira, c'est tellement un pressure fighter que j'ai du mal à voir Oliveira faire autrement. C'est-à-dire que si Oliveira il se met en mode round d'observation, je pense qu'il est mort. Mais qu'il est mort. Mais sauf qu'en fait, il l'a jamais vraiment fait ça. Même contre Makhachev, tu vois, le gars, il a quand même essayé de mettre l'intensité nécessaire. Il s'avère que Makhachev, d'entrée de jeu, lui a répondu de la même manière. Dans le cas où Topuria a besoin d'un peu de temps, et je dis bien dans le cas, je peux voir un chemin de victoire pour Charles, mais qui dépasse pas la 7e minute du combat. Pour moi, à partir du moment où tu passes la 2e minute du round 2, les chances, elles chutent, mais de manière énorme. Parce que Charles, c'est un pressure fighter, il frappe en ligne très fort, il a cette capacité à te clincher. Topuria, dans le clinch, on l'a pas vraiment vu, tu vois. J'ai aucun doute sur le fait que sur les sorties de clinch, il peut être très dangereux avec ses crochets courts. Mais Charles, il te prend l'arrière du crâne, il te frappe, il a cette capacité à te pousser pour aller ensuite vers le cage control, et il réduit la distance beaucoup. Mais quand c'est lui l'initiateur, je pense vraiment qu'il a cette capacité-là. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, dans ce scénario-là, ce sera que Topuria trouve, et il en est capable, trouve la solution justement sur cette zone entre la mi-distance et le close range, où en fait il est capable sur un crochet de trouver la solution. Parce que Oliveira peut être drop assez facilement là-dessus. Et donc moi je vois ce chemin de victoire-là pour Oliveira, dans le sens, le combat il doit pas durer trop longtemps. Il doit instaurer une sorte de chaos dans lequel c'est lui qui gagne. Et si il empêche Topuria de trouver ses angles et de trouver son confort, je pense qu'il est capable de dominer ces moments de zone de mort. Si la même chose se produit au 3e round, je pense que Topuria il le met KO sans problème. L'autre chose aussi, je me dis, tu vois, mine de rien, Oliveira il se fait drop par beaucoup. Même Chandler sur le dernier combat, il a réussi à le drop à moitié au 5e round, ce qui est fou. Mais il tombe pour, entre guillemets, mieux se relever, tu vois, Oliveira. C'est pas un combattant qui a été mis out cold comme malheureusement comme c'est arrivé à Max, comme c'est arrivé à Jay Herbert pour citer des combats que Topuria a pu faire. Donc je me dis, tu vois, d'un autre côté, bon, ça se trouve, Oliveira, il va se faire drop, il va aller au sol. Est-ce que Topuria va prendre le risque d'aller au sol? Avec Oliveira, c'est quand même un jeu dangereux, tu vois. Donc je sais pas, j'ai une micro réserve. Je peux pas parier contre Oliveira, mais c'est vrai que moi aussi le combat contre Chandler m'a inquiété. J'ai trouvé que Chandler avait perdu 80% de niveau et Charles en avait perdu 20 ou 30. Et c'était déjà beaucoup quand tu vois le personnage. Donc voilà mon chemin de victoire, mais sinon Topuria est un monstre absolu. Oliveira, c'était un gars que j'avais enterré avant Benil Dariush, tu vois. Donc c'est un gars qui peut me surprendre, mais ça commence à dater. Là, on est quand même sur un gars. Il y a Topuria qui rentre dans son prime à 16-0. Oliveira, ça va être son 46e combat. C'est ça, je me trompe pas. Enfin, voilà, 36-10. Enfin, il y a un moment, effectivement, nous, on a tout. Enfin, moi, vraiment, le run de champion de Oliveira, c'est un des trucs les plus fous que j'ai vu dans le sport. Tu vois, genre vraiment, il y avait un côté, il y avait un côté mystique qui était fou avec ce type-là. Et voilà, pour moi, tout était parfait dans ce parcours-là. Au bout d'un moment, enfin, le MMA, c'est un sport qui est tellement cruel. Je pense que là, on va le voir ce week-end. Par contre, s'il le fait. Et là encore, je suis vraiment très dubitatif. On est sur un truc de dingue, quoi. Ouais.
On est sur un exploit titanesque, en effet. Mon chemin de victoire, t'arrives à y croire un peu ou pas? Moi, non. Non, franchement, non, mais c'est juste. Non, mais c'est tout ce que j'ai vu de Topuria. J'ai quoi. pas demandé pour Je- qu'ils me je- disent oui et qu'ils me disent que je suis génial, hein, donc c'est très bien. Non, mais j'ai vu un t'es scénario génial, qui paraît mais. aussi improbable. Mais t'es génial, là, je regarde ta cam, t'es beau en plus, t'es beau comme un camion, mais non, 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 j'y crois pas, enfin, je trouve que c'est un gars qui est dans une telle confiance, Topuria, que je le vois pas se faire surprendre comme ça, mais après, effectivement, l'analyse est bonne, ça c'est sûr. J'essaye de me faire l'avocat du diable en fait finalement parce que moi aussi bon sur le papier les chemins semblent quand même assez éloignés désormais, mais il y a quand même aussi ce côté, il y a Topuria monte de catégorie, tu vois. Bon après il l'a déjà fait machin truc, bon on verra. Lionel. C'est mon cher Lionel, s'il te plaît, déjà. Et Mon cher Lionel. non, c'est Lionel c'est ton surnom en fait, c'est ton diminutif. absolument. Moi, j'allais justement évoquer ce dont tu viens de parler rapidement. C'est, je vais pas répéter ce que vous avez dit tous les deux. Hein, je pense à peu près la même chose. Si ce n'est que je trouve ton chemin de victoire aussi étroit. J'y crois pas trop non plus. Sur le papier, oui, mais par contre, moi, je me vais un petit peu m'interroger sur la montée de poids de Topuria, voilà, parce qu'il l'a déjà fait, oui, mais c'était une seule fois contre Jay Herbert, c'était pas Oliveira. Là, on a un Oliveira qui est lightweight depuis des années, qui a fait le gros de sa carrière dans cette caté. Lui, il a ses assises, il sait où il est chez lui. Topuria, c'est pas le cas, tu vois. Et tu parlais, là j'amène de l'eau à ton moulin, tu disais Oliveira n'a jamais été vraiment drop, KO call, enfin il a été drop, il n'a jamais été mis KO. Topuria, on sait qu'il frappe le plomb en 145, aura-t-il la même efficacité en 155, et notamment face à un type comme Oliveira, je sais pas. Peut-être, hein, mais je sais pas. Moi, j'ai aucune certitude dessus. Là, on est dans l'inconnu. Voilà. Du côté Oliveira, on sait à peu près ce qu'il va faire. Topuria, on ne sait pas. Comment va-t-il gérer les kilos supplémentaires? Aura-t-il la même vitesse, la même explosivité? Je sais pas non plus. Voilà. C'est vraiment, j'ai plein de questions, plein d'interrogations. Ok sur ça moi perso. Je sais pas, mais c'est possible, hein, tu vois, mais là vraiment ça fait partie. C'est le genre de combat. Je dis pas que ça peut aller d'un côté comme de l'autre, tous les scénarios sont possibles, mais Topuria, je vois plusieurs choses possibles, tu vois. Soit je le vois vraiment agresser Oliveira tout de suite, de façon à en finir le plus vite possible, ou en tout cas le choquer comme il l'a fait dans de ses deux précédents Ça, il combats. l'a jamais fait. Oui, mais justement, est-ce qu'il va, pour éviter ton chemin de victoire possible, tu vois, ne pas se compliquer la tâche et essayer de tout de suite aller dans la guerre, ou bien au contraire, essayer de rester à distance. Il a le footwork pour ça, parce qu'il peut très bien frustrer Oliveira, il peut lui faire la misère debout, tu vois, parce que tu dis, il ira pas au sol avec Oliveira, mais il a largement de quoi ne pas y aller, en fait. Tu vois, il peut très clairement sécuriser la victoire. Donc, principalement, je vais encore revenir sur le thème de plusieurs précédents combats, évoqués avec Dariush, avec Hermansson. Prime pour Prime, franchement, c'est l'un des combats de la décennie. Là, je crains qu'il arrive un peu tard pour Oliveira, en fait. Voilà, comme vous deux, c'est pas tant l'âge que l'âge octogone, et surtout, son dernier combat, on a tous vu qu'il y avait quelque chose qui semblait un petit peu parti. Le dernier combat, j'ai pas eu l'impression d'avoir un gars en pré-retraite, mais par contre un gars qui était de l'autre côté de la colline, clairement. Voilà. Là, il a commencé, son déclin a commencé, il manque de peau pour lui. On lui met face à lui, le gars peut-être le plus terrifiant actuellement. Tout caté confondu, donc ça fait beaucoup, voilà. Donc la boxe, le striking le plus terrifiant que j'ai jamais vu en MMA. ça s'entend totalement. Ouais, ça s'entend totalement. Sincèrement. Donc, mais comme disait Edouard, Oliveira, voilà, il a cette mystique. Il a cette mystique qui fait que, moi j'avais vu en direct, comme vous j'imagine, sa prise de titre contre Chandler. Aujourd'hui, en connaissant le résultat avec des années de recul, je ne comprends toujours pas comment il réussit à prendre ce titre.
comment il réussit à survivre au knockdown que lui inflige Chandler à la fin du round 1, et pourtant il l'a fait. Donc s'il y a vraiment quelqu'un qui peut, tout comme Edouard, avant Dariush, moi j'y croyais pas non plus. Je pensais que Dariush allait se terminer, on a vu ce qui s'est passé. Donc Oliveira, c'est le cauchemar des cauchemars des parieurs, et s'il y a bien une personne qui peut le faire, c'est lui. Mais, voilà, il y a le gros mais en face, donc... De toute façon, Oliveira, si on pouvait tu sais, faire des odds en live, je pense que tu fais bugger tous les serveurs de Paria. Moins 100, plus 1000, moins... C'est clair, Ah, c'est pas ouais, possible. c'est clair. Donc ça fait beaucoup. Mais si tu veux, si on se retrouve dimanche ou lundi prochain avec un Oliveira champion, on sera tous surpris, mais c'est pas non plus Oui, l'upset du siècle. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, il doit surtout pas le laisser s'accommoder du moment, du lieu et de la cage, etc. S'il le laisse arriver dans cette situation où il se met dans le confort, il est foutu. Vraiment, il est foutu. Ses angles de frappe, ses variations, son footwork, toute la puissance qu'il est capable de déployer qui part des jambes, ses crochets, enfin, oh là là. Non, franchement, Théo Pouria, c'est le meilleur, le plus gros, le plus grand, le plus beau striking que j'ai jamais vu à Ouais, l'UFC. mais Sincèrement. tu vois, là, tu viens de dire ça. Honnêtement, avant le podcast, j'étais, je vais pas dire mesuré, mais je me disais, ah, Oliveira peut le faire, machin. Et en fait, en nous entendant parler, ça me semble de plus en plus compliqué, en fait. Pour Oliveira, tu vois, c'est très sincèrement. Donc, je vais dire que tel Fox Muddler, je veux y croire, mais de là à dire que j'y crois, il y a un fossé. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais, non, franchement. Enfin bref, j'ai exploré mon scénario maintenant, voilà, les dés sont jetés. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur ce main event? Edouard? Lionel? Non, bah écoute, let MMA be, et puis voilà. Exactement. Je vais terminer, je vais dire, c'est du MMA, tout est possible. Voilà. En Let's général, on dit Light, ça dans ces cas-là. Let's Light, Voilà. on dirait un classique de Justice que j'adore. Messieurs, le podcast est terminé, mais on va quand même revenir sur la big news de la journée, enfin des derniers jours. C'est l'officialisation pure et simple de la retraite de John Jones, qui donc ne combattra pas Thomas Spinal, n'est-ce pas, et qui donc qui termine sa carrière après une ère qu'il a marqué de son empreinte, évidemment, considéré comme certains comme le GOAT, notamment par Dana White, qui, si tu lui demandes le meilleur IQ, la meilleure droite, la meilleure gauche, le meilleur footwork, le meilleur machin, il répondra John Jones à toutes les questions qu'on lui posera. Simplement, avant de venir sur la carrière, et on en a parlé vite fait, Edouard, aujourd'hui, je suis extrêmement choqué du timing que je trouve on pouvait difficilement faire pire. Après la conférence de presse d'un UFC Bakou que beaucoup n'ont pas regardé, même si la main card, Dieu sait qu'elle était sympa, Dana White annonce cette nouvelle-là, alors que pendant des semaines, il annonce que le combat il est en train de se booker, ce qui est probablement vrai, parce que John Jones, il a probablement fait de Dana White sa petite marionnette. Dana fait passer ça pour un non-événement, finalement, en faisant ça, mais on a quand même l'impression qu'il a beaucoup subi les choses. Moi, j'aimerais juste, avant toute chose, qu'on parle un peu du timing, que je trouve absolument effrayant et indigne finalement de ce qu'est le nom John Jones une fois qu'on parle juste octogone, cage et sport. Edouard, je te sais d'accord, donc je te laisse emboîter le pas, et Lionel ensuite. Eh ben, je pense que tu cherchais ton mot, pour moi c'est misérable, mais vraiment... Tout dans cette histoire me dégoûte au plus haut point. Et on parle de John Jones, on sait que c'est une ordure, tu vois, genre ça, il revient dans les news parce que il a encore fait un truc affreux. Mais en fait, moi, John Jones, on le connaît. En fait, je trouve que c'est une honte pour l'organisation. Enfin, c'est une honte pour Dana White qui effectivement annonce ça, mais vraiment entre la poire et le dessert, juste parce qu'il sait que ça va sortir. Tu vois, enfin, parce qu'en fait, il sait que le truc va sortir, le dernier fait divers dans lequel il est impliqué. Donc en fait, cette déclaration-là, elle aurait pu être faite il y a 7 mois. Tu vois, il y a 7 mois, on peut faire un au revoir à John Jones.
on peut lui dire voilà, c'est bon, tu laisses la ceinture. Enfin, il a fallu quoi pour que on arrive à cette conclusion que pas mal de gens attendaient. Enfin, même les tweets, il y a eu, je sais pas, 50 tweets de John Jones qui nous expliquaient qu'il voulait pas combattre Thomas Spinal, qu'il en avait rien à foutre, qu'il était très bien en Thaïlande, qu'il avait perdu le goût de combattre. Il a fallu un fait divers pour que on lui retire cette ceinture. Enfin, je trouve ça délirant et je pense que Dana White s'est foutu de notre gueule encore une fois, tu vois. Genre, je pense qu'il nous a fait croire que ça allait se faire, comme il nous a fait croire que Conor McGregor allait revenir, alors que bon, on savait très bien que Conor. Et d'ailleurs, tu vois, c'était un peu le même non-événement, c'est que Dana White, quand il annonce le retour de Conor McGregor, il le fait en conférence de presse en lisant des feuilles où c'est écrit au stylo bic, tu vois. Enfin, il y a un côté risible et on parle souvent de voilà, est-ce que le MMA est en perte de vitesse, mais enfin, comment tu veux croire en ce sport, parce que là on n'a pas encore parlé de Thomas Spinal, mais enfin lui chapeau, parce que ce qu'il a enduré, bon c'est quand même un grand mot, mais c'est quand même un gars qui a retiré au moins 1 an de son prime en attendant que l'UFC fasse n'importe quoi. Et voilà, moi je vais pas non plus m'étendre sur le sujet, mais c'est une fin de carrière misérable pour un mec qui, je pense, humainement l'est assez. Je parle que de la fin de carrière, là où je trouve que rien ne va. Bien sûr. Après, le combattant, on pourra revenir, bien sûr. Moi, Moi, je pense qu'il a été monstrueux, John Jones, et effectivement, je pense que c'était le meilleur qu'on a vu dans une cage. Ça, c'est certain. Après, voilà, c'est terrible, mais même sa montée chez les heavyweight, tu vois, il y a un côté catastrophique. Il aurait pu monter bien avant, il aurait pu affronter Stipe Miocic bien avant, il aurait pu affronter Francis Ngannou, il a attendu que Francis Ngannou se casse pour affronter Cyril Gane, parce que évidemment, il savait que Cyril Gane, il pouvait lui rouler dessus, et c'est ce qu'il a fait. Il y a eu un champion intérimaire, il l'a pas affronté. Enfin, ce qu'a fait Thomas... En plus. Ouais, voilà. Ce qu'a fait Thomas Spinal de passer de son canapé à affronter Sergei Pavlovich et au MSG et de mettre KO Sergei Pavlovich, c'est déjà 10 fois plus glorieux que ce qu'a fait John Jones chez les heavyweight. Donc à partir de ce moment-là, bon vent de John Jones. Je pense qu'il va avoir une fin de vie très compliquée parce que, comme disait Daniel Cormier, il peut pas échapper à ce qu'il est. Voilà, moi maintenant je vais me concentrer sur Thomas Spinal qui peut devenir un très très grand combattant de cette KT. Et puis voilà, on avance, on va essayer d'oublier, mais moi j'oublierai pas parce que c'est ces épisodes-là qui me font perdre de foi en l'UFC, quoi, et puis en ce sport plus généralement, quoi. Je peux complètement l'entendre, sachant qu'en plus, étant amoureux de sport, on est forcément amoureux aussi de parler d'histoire, de parler de contexte, de parler de greatness, de parler de lui, il est plus fort que lui, il est plus grand que lui, parce que si, parce que ça, parce que la communication, parce que c'est un étendard du sport, etc. John Jones est en plein de points, ce pourquoi on aime ce sport autant qu'on en déteste une partie de la communauté, une partie des sportifs, une partie des gens qui sont à la tête des organisations qui dirigent ce sport, qui sur le papier est absolument fabuleux, mais qui a plein d'échymoses, on va dire. Lionel, toi le timing, et puis je te laisse ensuite venir sur le sportif John Jones. Non, le timing, Edouard a à peu près tout dit, mais par contre, là où je vais être un peu plus sévère, c'est vis-à-vis de John Jones, parce que Edouard, tu dis que Dana White, l'UFC s'est foutu de nous, il n'y a pas de souci, mais n'irons pas, Jones dans tout ça, parce que Jones, c'est bien lui quand même qui a esquivé Aspinall. Il aurait pu rendre sa ceinture. Tu dis, tout ça, ça aurait pu être fait il y a 7 mois. Oui, mais il y a 1 an, Jones aurait pu rendre sa ceinture de lui-même. Il aurait pu dire après le combat contre Stipe, j'arrête là, j'ai affronté le meilleur, le supposé meilleur, je suis le GOAT pour l'éternité, au revoir. C'est lui qui s'est enferré, qui a voulu rester, qui nous a cassé les bonbons à toutes les semaines faire des déclarations, des tweets pseudo-provoques, à rabaisser, à humilier Aspinall, à se foutre de la gueule de Ngannou alors qu'il a attendu que Ngannou parte pour arriver en lourd.
Il a une attitude à la Jones, une attitude déplorable, une attitude lamentable, qui fait que les gens ont fini par se détourner de lui. Et moi, je pense que, je me trompe peut-être, mais je pense que Dana avait une certaine honnêteté dans sa duplicité, et je pense que une partie de Dana pensait vraiment, et le pense toujours que Conor va revenir, l'espère en tout cas, et pensait réussir à monter ce combat entre Jones et Aspinall. C'est normal, c'est un homme d'affaires. Lui, il voit pas les gars en tant qu'humains, il les voit en tant que machine qui peut rapporter de l'argent, et c'était le combat qui rapportait de l'argent. Donc je pense que Dana, lui, quand il dit qu'il espérait que le combat allait se faire, il y croyait vraiment. Ou en tout cas, il travaillait à, exactement. Celui qui s'est il est là pour ça. Exact, complètement. Mais celui qui s'est foutu de notre gueule, de la gueule de tout le monde, de Aspinall en premier lieu, c'est Jones. Tout le monde le savait qu'il ne voulait pas de ce combat. Là, on ne fait que l'officialiser, et ce qui est lamentable, comme le dit Edouard, c'est que ça vient d'un fait divers, d'un énième fait divers, qui force leur gars à finalement prendre la décision que personne, pas même Jones, ne voulait prendre. Donc, j'ai envie de dire, c'est un mal. J'avais même pas pensé à ça, mais vous avez raison. C'est un mal pour un bien, en fait. Voilà, vraiment, tout simplement. Et moi, j'ai envie de dire, enfin, quoi, tu vois, la greatness de Jones, on en parlera plus tard, parce que moi, il m'a tellement cassé les couilles depuis 1 an ou 2. Franchement, non mais, en plus... On est passé de bons coups. Ah ouais, non mais, en plus, tu te rappelles, on avait fait ensemble le débrief du combat de Gann. Moi, Jones, ça faisait quelques années, j'étais plus dans le train. Il avait fait une telle fight week, un tel combat, il m'avait regagné à sa cause. Il a réussi, en 2 ans, à perdre totalement le crédit. Il avait réussi, le gars, mais quelque part, c'est Jones, toute Jones est concentrée là-dedans. C'est-à-dire, c'est un type, les gens, comme le Tyson de la grande époque, les gens lui signent des chèques en blanc, et lui, chèque après chèque, il arrive à tout dilapider en termes de crédit, en termes il arrive à se faire détester alors qu'il avait tout pour se faire aimer. Ce mec, voilà, c'est Jones. C'est Jones, et quelque part, cette fin, c'est une fin à la Jones, en fait, quoi. Il pouvait pas partir avec les honneurs, non, comme Tyson Fury qui annonce sa retraite dans sa voiture, comme le plus lamentable des influenceurs, en disant salut, je me casse. Voilà, une fin à la Tyson Fury. Là, c'est une fin à la John Jones. J'ai envie de dire, c'est presque logique. Et moi, là, j'ai qu'une envie, c'est maintenant, comme dit Edouard, la suite, next, please. Voilà. On a eu des discussions avec les copains podcasteurs, avec Arnaud, avec les gars, le tandem de Tatami, avec Julien Casier. Ils disent tous ouais, mais les combats à venir, eux qui voulaient voir Jones, les combats à venir, ça nous excite pas. Mais ça va pas nous exciter ou non. Au moins, on aura des combats. Ouais, c'est pas le propos. Exactement. Là, Aspinall a dit qu'on veut voir quelqu'un, on veut voir la ceinture défendue, on veut voir des title shots, on veut plus voir des gens pris en otage. Non, c'est bon. Faites avancer les choses. Et le pire, c'est que on avait déjà eu ça avec Conor, qui avait pris sa division en otage pendant 2 ans, et ça leur a pas servi de leçon. Ils ont refait la même erreur. Je sais pas quoi dire. Voilà, ça c'est. Mais je sais pas. J'imagine l'UFC se sent tellement. Dana fait un peu ce qu'il veut. Ils se sentent tellement en situation de monopole que voilà. Mais ça illustre aussi les dérives un peu mais parce qu'ils se sont mis dans cette situation tout seuls. Donc, écoute. On verra si on voit le verre à moitié plein ou un petit peu ce qui reste d'eau dedans. Peut-être que cette fois-ci, ils se diront que ils n'ont pas fait les choses qu'il fallait, mais c'est accorder beaucoup de crédit à Dana White. La seule chose sur laquelle j'ai une... je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. La seule chose, moi, sur laquelle j'arrive pas à mettre un avis, c'est justement le fait que ce soit un non-événement. Moi, je suis habitué avec le basket, le Farewell Tour de Kobe, il a annoncé sa retraite à la fin d'une saison. Toute la saison d'après, c'était un Farewell Tour. À chaque fois, il se faisait applaudir par tout le monde. LeBron James n'arrête pas de jouer là-dessus depuis 2-3 ans. Michael Jordan, en 2003, avec les Wizards, c'était un peu pareil aussi. Il y a beaucoup de
il y a beaucoup d'ego dans un sport collectif comme le basket, ce qui est très marrant d'ailleurs, enfin très curieux. Il y a une volonté de la part des basketteurs, sport que je suis depuis encore plus longtemps que les sports de combat, et sport qui est mien avant tout. Il y a une vraie volonté dans ce sport-là de rendre hommage à ces légendes et à déifier ces légendes, et que ces légendes-là veulent l'amour de la plèbe, en fait, finalement, tu vois, ou du peuple. Là, c'est tout l'inverse. Et du coup, je suis un peu perturbé parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je comprends pas que ce soit qu'on puisse faire un non-événement de la fin de carrière de ce qui est pour beaucoup et le GOAT sportif de cette discipline-là. C'est bizarre. C'est bizarre. Non mais c'est rushé en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que en fait t'as juste l'UFC qui dit oh là là, John Jones il a failli buter quelqu'un pour la millième fois de sa vie, et ils se disent bon là faut vite qu'on avance parce que là ça va être chaud, et c'est ce qui est fou, c'est que enfin je sais pas, il aurait fallu attendre qu'il bute quelqu'un ou quelque chose comme ça pour le voir, parce que il était en passe de battre le record de Cain Velasquez, tu vois, chez les heavyweights. Donc et ça c'est plus global à l'UFC, où j'ai l'impression qu'il y a pas un grand respect. Enfin, ils sont, on sait qu'ils sont pas trop là pour le côté sportif, mais au moins faites semblant, tu vois. C'est pas juste en faisant des vidéos sur les Hall of Famers. Il y a des gens enfin, il y a des combattants dans cette organisation-là qui prennent leur retraite en prélim, tu vois, enfin des anciens champions qui prennent ça. Il y a jamais d'hommage. De temps en temps, tu vas la voir, tu vois, genre je trouve que Robbie Lawler, ça avait été super. C'était magnifique, mais aussi parce qu'il y avait eu ça. Mais et puis je te dis, enfin, annoncer le retour de Conor en lisant une feuille A4 pliée en deux, enfin, et puis nous faire croire. Ouais, voilà, tu vois, nous faire croire que le combat va vraiment avoir lieu. Il y a un côté très très étrange dans ce truc-là, et ouais, je suis dégoûté parce que John Jones, il prend sa retraite contre Stipe Miocic, il dépose la ceinture, ou encore mieux, il la donne à Spinal, mais bon, ça serait jamais passé. Je peux oublier, tu vois, je peux oublier ce qu'il a fait, que Thomas Spinal ait été obligé de défendre sa ceinture intérimaire, ce qui n'aurait jamais dû arriver, et ce qui, pour moi, contre Curtis Blades, ça devrait être une défense de ceinture officielle. J'aurais pu pardonner, mais là voilà, pendant 7 mois ça a été une grande farce, et je crois que Dana White s'en fout en fait. Je pense que ça il s'en fout, et Omar dans le podcast Octogone disait Conor, enfin quand Dana White rentre dans son bureau, t'as Conor qui a les pieds sur la table, et en fait on a trouvé un deuxième gars comme ça, c'était John Jones. Je pense qu'il a vraiment posé ses pieds sur la table, et Lionel pointe du doigt John Jones. Au moins, il a eu l'honnêteté de nous le dire, tu vois. Je pense que il nous le disait tout le temps en fait qu'il allait jamais le faire. Mais il y avait que nous qui n'avons pas voulu l'écouter. Une personne. Mais ouais, je pense que voilà. Non mais Edouard. Du coup, on écoutait Dana. Non mais Edouard. Qu'il le dit, c'est une chose. Pourquoi il est en colère. Non mais pourquoi il a pas rendu sa ceinture alors il y a 7 mois? Pourquoi est-ce qu'il l'a gardée en se foutant de la gueule de Aspinall? Mais c'était de la négo. Mais non, mais je pense que s'il avait eu la fuck you money, vraiment le chèque assez gros pour se dire bon voilà, à 30-40 millions, je peux vivre tranquille toute ma vie. C'est pas ce que dit Elwani. Il aurait pu l'avoir, mais il l'aurait jamais eu avec l'UFC. Elwani a dit que tu fais bien. Elwani a dit que Dana White avait garanti ce qu'il lui demandait. Et que Jones a dit oui dans un premier temps, et finalement il a dit non. Voilà. Donc vraiment il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Ouais. Mais je pense vraiment que le Dana a compris. Ah non, mais c'est ça, mais complètement. Et pour revenir sur ce que tu disais, Edouard, c'est pas l'UFC se fout peut-être de ses combattants. Tu peux enlever le peut-être. Parce que là, on parle de Jones. Vous vous rappelez que Miocic, il est parti, la queue entre les jambes après le combat de Jones. Il a pris sa retraite. Personne n'en a parlé. Aucune cérémonie, rien. JSP aujourd'hui est persona quasi non grata à l'UFC. On parle du lot de potentiel. Et je ne vous parle même pas de tous les noms qui y seront jamais parce qu'ils se sont disputés avec Dana White. C'est la seule chose que je peux leur reconnaître, c'est que ils se cachent pas d'être comme ils sont. Voilà, ils font pas semblant pour le coup, tu vois. Ils en ont rien à foutre. Ouais, et moi, tu pourrais
tu pourrais rattraper un peu en faisant revenir Francis, tu vois, et puis pour un combat. Mais là encore, Dana White, laisse tomber, jamais il fera revenir Écoute, Francis. là tu, Donc, tu sais quoi, je suis pas ouais. aussi, là, je sais pas du tout, mais je serais pas aussi, Là, il a besoin d'une star quand même. Hein. exactement, je serais pas aussi définitif que toi, parce qu'en ce moment, effectivement, Ah ouais. il leur faut des combats C'est- bancables, monnayables, et personne ne peut leur apporter ça à part Ngannou actuellement. Donc, je pense pas qu'il reviendra parce qu'il y a trop de choses comme toi, mais s'il revient demain, c'est pas la surprise du siècle non plus. Surtout vu ce que fait Ngannou au PFL. S'il revient, franchement, si Ngannou il revient dans la catégorie, je me fous de la gueule du monde. Enfin, il a quand même signé un contrat luxuriant avec le PFL, l'académie en Afrique, le combat Absolument, contre Ferreira, tout ce que le PFL a mis pour lui. Franchement, s'il revient à l'UFC comme ça, alors enfin, loin de moi de l'idée de critiquer Ngannou parce que c'est quand même un être humain assez exceptionnel qui a traversé des choses terribles et tout, mais bon, c'est un peu dégueulasse quand même, on peut le dire. Ouais, mais regarde ce qui se passe après. Ouais, mais je pense que le PFL, ils sont très contents. Le PFL, ils sont très contents d'avoir eu un combat avec Ouais, Francis, ouais, et pour le coup, tu Ouais. vois, je pense que vraiment, ils s'en foutront. Absolument. Parce que qu'est-ce qu'il fait au PFL actuellement? C'est donc non, mais je suis comme vous. Tout court en fait. Je pense pas que ça arrivera, mais on est dans un monde où c'est pas totalement exclu non plus. Voilà, parce que c'est l'argent qui parle. C'est tout. Je suis d'accord. Moi, je me suis fait la réflexion aussi quand il dit I'm not a big fan à la question du retour d'Ngannou, parce que la question lui est posée dans la même conf de presse. Il dit I'm not a big fan. Donc, et puis après, bon, il chie sur Ngannou, il dit Francis, il dit des choses et il les tient jamais, nanani, nanana. Bon, voilà. Mais bon, Ngannou, il était quand même là pour Oui, le weigh-in absolument. de Kamaru Usman aussi. Tout à fait. Ça, ouais, ça se dragouille un peu peut-être. Bon, bref. Et puis on a vu Tito Ortiz avec des t-shirts d'Anna et Massalop, tu vois, donc je pense qu'il peut aussi, quand il sent qu'il y a suffisamment d'argent à se faire, je pense Oui, qu'il oui, peut oublier le peu de dignité qui lui reste. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça, on aura le temps d'y revenir. En tout cas, voilà, le cri du cœur de vous deux a été fait pour John Jones. Je vous dis, j'ai rien à rajouter de plus que ce que vous avez dit. Je suis d'accord en tout point. Juste, dommage pour moi de ne pas avoir vu le Prime John Jones en direct et d'avoir été trop jeune pour voir ça en direct. Et voilà, j'ai tout vu, mais en différé, malheureusement pour moi. Tant pis. Merci beaucoup, messieurs, pour cette preview complète de l'UFC 317 et cette petite digression bien voulue sur la fin de carrière de John Jones, qui est donc un non-événement. Mais c'est tellement un non-événement qu'on a décidé d'en parler un petit peu quand même. Des gros bisous, messieurs, et on se retrouve pour le débrief. On vous retrouve pour le débrief, puisque je ne serai probablement pas là pour le débrief. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.